Salut tout le monde, salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue en cette émission du 16 mars où ce soir, je reçois un coup de cœur. Voilà, faut le dire comme ça. Marion Sigaud, extraordinaire, vous allez le voir comme jamais. Et en plus, c'est une personne, mais alors d'une humble, modeste, et j'ai eu la chance de la voir en conférence et même d'aller au resto avec elle. Ouais, soyez pas jaloux, les amis. J'ai eu la chance. Bon, j'étais pas tout seul, on était 20. Mais exceptionnel moment où Marion Sigaud, quand elle se met, laisse tomber, c'est du théâtre. Et bien justement, on va la recevoir aujourd'hui. On va parler avec elle. Vous allez voir de deux escroqueries mondiales. La première, vous verrez la partie sur tout ce qui est la France et la République. Ouais, liberté, droit, bon oeil. Et la deuxième, évidemment, la sexualité des gosses. D'où ça vient? Alors, les 99% des gens, quand tu leur dis, c'est quoi cette histoire d'éducation sexuelle à l'école? Ça s'arrête là. Rien, on ne sait pas. Ils sont fous, ils veulent leur apprendre des trucs, mais en vérité, pas du tout. Organisé, préparé. Et là encore, on va y retrouver les bons noms habituels, les Rottweiler et j'en passe. On parlera d'Alfred Kinsey. Vous verrez, extraordinaire Marion Sigaud. C'est dans quelques instants. Et juste avant, je voudrais évidemment saluer toute l'équipe de TV ADP qui est là et qui continue à me faire confiance et à proposer ces émissions de qualité TV ADP. Vous le savez, vous pouvez le retrouver sur YouTube, TV ADP Eric Montana, ou alors le TV ADP classique. Sur celui d'Eric Montana, il y a plus de monde, c'est normal. C'est l'investigateur de tout ça. Mais vous pouvez aussi retrouver sur TV ADP tout un tas de gens de la communauté TV ADP qu'on salue au passage. Et merci de votre fidélité, de votre présence. On salue Nina et on salue toute l'équipe, évidemment, de TV ADP où ils sont, évidemment, ils vous proposent tous les jours une émission de qualité dont je vous invite, évidemment, à vous abonner. Alors, Eric, salut Eric. T'es là? T'es dans le coin? T'es dans les parages? J'aime bien, je lui fais des blagues comme ça, il n'était pas du tout averti. Parce que je l'ai vu justement chez Ricardo, la minute de Ricardo. J'ai vu Eric exceptionnel. Vous pouvez retrouver aussi l'interview de Eric sur la minute de Ricardo, dans lequel Eric... Ne me dis pas que Richard a diffusé la capsule sans me prévenir. Il devait me le dire. Tu l'as vu, toi? Alors, moi, j'ai eu la chance de le voir, mais il ne l'a pas libéré. Mais il a fait une superbe interview. C'est pour ça que je lui ai dit, hey, Richard, Eric, hey, toi aussi, tu te fais interviewer. Tu ne nous l'as pas dit comme ça. Tu as changé un petit peu de rôle, c'est ça? Non, Richard, c'est un ami. Donc, bon, c'était pas tout à fait une interview, c'était une discussion entre amis. Ah, en tout cas, c'était bien. Vous pouvez voir les fonds de pensée de Eric, avec lequel je me retrouve, hein, notamment la question internationale, les sauveurs et tout. D'ailleurs, j'ai un désaccord avec ça sur certains, sur Trump, Trump un rôle de messie, de sauveur, ou même un rôle de mec bien. J'en doute beaucoup, même si évidemment, vous pouvez voir des grands salopards qui font aussi des belles petites choses, mais on verra ça après. En attendant que nous rejoigne bientôt, elle est déjà là dans les starting blocks, je voulais vous présenter évidemment Marion Sigaud. Alors Marion Sigaud, pour beaucoup de personnes, ça veut peut-être rien dire, mais pour les personnes qui sont dans la dissidence, ou en tout cas pour ceux qui veulent des vérités, évidemment, c'est une personne exceptionnelle parce qu'elle va dire des choses qu'on n'entend pas ailleurs, et surtout des choses dont elle a travaillé le sujet, notamment la Révolution française. Et pour ça, je voulais vous donner cette petite lecture de sa biographie que je trouve bien faite. Bon, quand est-ce qu'elle est née, j'allais dire, c'est pas ça qui va le plus nous intéresser, mais titulaire de diplôme d'études approfondies en histoire qu'elle a décroché donc sur le tas, elle a écrit des ouvrages relatifs à l'histoire du XVIIIe siècle en France et traitant d'affaires religieuses, policières et judiciaires à la fin de l'Ancien Régime et jusqu'au début de la Révolution française. À ce jour, elle a publié 18 ouvrages, dont 2 bandes dessinées. Adhérente de l'association Égalité et Réconciliation, ça, elle a fait ça pendant 9 ans, puis après elle a quitté, et chez Contre-Culture, elle a publié encore des livres très intéressants, notamment Le droit sexuel ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille, donc c'est chez Guest. Foi de dissidente chez Civitas, et vous allez voir aussi dans le dernier ouvrage publié chez Contre-Culture, Le tournant de la Régence, sorti en 2017. En 2020, bon, elle quitte Égalité et Réconciliation,
J'aime bien parce qu'elle tape beaucoup sur Wikipédia. Ce que Wikipédia ne dit pas, évidemment. Et Wikipédia, il aime bien dire c'est une femme d'extrême droite, etc. Bah, de toute façon, même moi, ils m'ont mis extrême droite. Alors, laisse tomber, quoi. Son dernier ouvrage en data-analyse de la prose de Gabriel Maznev, donc gros pédophile protégé en France, jamais nommé mais reconnaissable, dont elle dénonce la connivence avec la gauche caviar et la presse aux ordres. On apprend que Marion Sigaud, de l'amour du crime, du sexe et des enfants, donc ça c'est le livre sur Maznev, et après on apprend que Marion Sigaud, qui était élevée dans la religion catholique, elle était gauche, voire gauchiste à l'extrême gauche, elle a le même parcours que moi, tu sais. Et à la fin de la fin, elle se rend compte que le gauchisme, c'est de la merdasse, et du coup, elle se barre et elle dit maintenant qu'elle est extrême de rien. Alors ça, j'ai bien aimé. Et elle se finit en disant « Femme française, catholique et patriote, férue d'histoire et de chansons, le reste n'est que la bauderie. » Et ça, c'est quelque chose d'important à savoir que ne pensez pas ce que nous sommes à travers, évidemment, les écrits des autres. Et ça, vous allez voir que tous les gens qui écrivent quelque chose, au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'on ne s'y retrouve pas. Je dis, pourquoi il raconte des conneries comme ça? Abdel, frère musulman, Sigo, extrême droite, et tout. Il nous catalogue comme ça dans plein de cases, alors que nous avons des tonnes de vidéos de ce que nous pensons, de ce que nous faisons et de ce que nous aimerions. Donc, à la rigueur, il faut se baser sur nos vidéos et pas sur ce qu'on écrit de nous par des gens qui, des fois, nous détestent, des fois, nous adulent, des fois, ils n'en ont rien à foutre, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui se fient encore à ces pensées. Et là, évidemment, je vous somme de faire attention. On l'a vu déjà dimanche dernier, donc je remercie encore Eric, puisqu'on a pu expliquer une partie de toutes les bêtises que vous pouvez entendre sur nous, et de toutes les conneries que vous pouvez entendre, et dans lequel, évidemment, ça permet de remettre un droit de réponse. Alors, juste avant de la recevoir, Marion Sigaud, c'est aussi cette prise de parole-là. Sur les trafics d'enfants, parce que pédophilie ou autre chose. Ce que j'ai découvert, c'est que à partir de Louis XIV est créée une institution qui s'appelle l'hôpital général, dans laquelle vont être enfermés sous l'autorité unique d'une administration close, au recrutement clos, c'est-à-dire qui ne se recrutent que les uns les autres en circuit fermé, tous les enfants sous tutelle du royaume, c'est-à-dire tous les enfants qui sont sous tutelle parce que orphelins ou parents trop pauvres ou enfants pauvres, enfants de parents pauvres, etc., sont tous enfermés dans une institution qui est la destination finale de ces gens-là. Et voilà, c'est ça, c'est cette chercheuse en histoire qui va nous ramener tout un tas d'éléments. Et vous allez voir que la question des enfants la tarote depuis longtemps. Marion, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur ce qui s'est passé le 7 octobre et est-ce que vous condamnez l'opération du Hamas? Moi, pour condamner, il faudrait que je sois juge. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas là pour donner des condamnations. Donc, j'aimerais bien pouvoir donner une condamnation. Et vous voyez aussi que dans la dimension internationale, elle n'a pas la sangle dans la poche. Au moment où tout le monde te dit il faut condamner et que la trois quarts des gens disent oui, je condamne, elle dit ah ben non, moi je ne suis pas juge déjà pour condamner. Et elle demande surtout un truc, mais attends, il faut déjà que je connaisse les faits. Et on va voir que le temps lui donnera raison. Encore une petite dernière, tiens. Il est de bon ton d'assurer que Jeanne d'Arc, que les républicains ont prétendu s'approprier, fut condamnée par les prêtres. D'autres préfèrent dire par les curés. C'est comme ça qu'ils disent quand ils veulent fustiger les catholiques. En 1878, le très encliquérical journal La Lanterne lui appelait à honorer la patriote victime du cléricalisme. Jolie trouvaille. Le cléricalisme, mot inventé 4 siècles et demi après la mort de l'héroïne, c'est l'attitude de ceux qui défendent les intérêts du clergé et veulent renforcer son influence dans le champ politique. Incroyable! Jeanne d'Arc n'a pas été tuée par les chrétiens, par les catholiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nous a raconté ça depuis petit. Et bien justement, nous allons voir avec ça, avec elle, Marion Sigaud ce soir, exceptionnellement pour vous sur TVADP. Et je remercie évidemment sa présence. Salut Marion! Coucou, ça y est, vous me voyez? Bonsoir. Bonsoir Abdel, bonsoir tout le monde. Je suis contente de te retrouver Abdel. Ah, moi aussi, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Et tu sais, Marion, juste avant que tu arrives, regarde ce que j'étais en train d'écouter, juste pour mon plaisir à moi. Tu te rappelles de quand on avait fait Ma Blonde, auprès de Ma Blonde? Non, je ne me souviens pas. On avait fait ça à Toulouse, c'est ça?
Mais non, tu te rappelles pas qu'on avait fait une émission dans laquelle on avait mis ton CD. Tu venais de faire un disque. Oui, et on oui, avait oui, je me souviens. Mais je me souviens qu'on l'a chanté quand on était à Toulouse dans un restaurant. Ah ben là, voilà. Exceptionnel ce restaurant. On a fait chanter tout le monde. Oh, c'était merveilleux. Les gens du restaurant, ils tapaient, ils chantaient, etc. C'était super, c'était super. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que tu as une voix de malade. Une voix de malade. Mais tu as une super voix. Tu sais que je prépare mon deuxième disque, Chanter la France 2. Ah ben tiens, fais-nous un petit coup auprès de ma blonde. Écoutez un peu cette voix extraordinaire. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, c'est bon, c'est bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Voilà. Alors Marion Sigaud, justement, en plus, non seulement d'être une mémoire un petit peu historique, c'est-à-dire qu'elle nous rappelle qu'il faut arrêter d'écouter toutes les conneries qu'ils disent, elle a aussi cette culture un petit peu musicale de musique, c'est pas les musiques américaines, c'est les musiques qu'on chantait à l'époque, vraiment, on va dire, le cœur de la France et de ce que c'était que la France, et ça, malheureusement, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, enfin, on l'a même pas connu. Et tu rappelles... Pardon, Abdel, juste un instant. Marion, tu peux améliorer ton cadrage, ma chérie, on voit juste que ta tête. Descends juste un peu ta caméra. Voilà, descends juste un peu. Voilà, merci beaucoup. Ah. Elle est grande, Marion. Vous savez qu'elle est grande, Marion. Hein. C'est pas une petite naine comme ça. Merci. Comme ça, non, là, c'est nickel. C'est bien, impeccable. Merci. Je suis pas trop blafarde de là, non? On dirait que je suis toute blanche. Non. Mais non, ça c'est t'es belle tout le temps. Donc. Oh, il est mignon. Comme ça, c'est pas mieux comme ça? Non, là, t'es bien. T'es nickel. Bon. Voilà. Justement, Marion, alors cette culture musicale et tout, première question, un peu d'où elle t'est venue? Je veux dire, c'est avant l'histoire ou c'est après l'histoire? Avant que tu aies appris l'histoire de France? Je crois que j'ai su chanter en même temps que j'ai su parler. On m'a dit que j'ai parlé très tôt. Je ne suis pas sûre d'avoir marché très tôt, mais j'ai parlé très tôt. Il paraît que très tôt, je faisais des phrases complètes et que j'étais le petit objet qui faisait rigoler dans les salons familiaux, quoi, parce que je parlais très bien, mais j'ai chanté en même temps. C'est-à-dire que chez moi, on a toujours chanté. J'ai toujours entendu ma mère chanter. J'ai jamais vu ma mère passer le balai ou faire la vaisselle, parce que maman était ménagère, elle était maîtresse de maison, elle s'occupait de son foyer, donc elle prenait ça très au sérieux. Et je l'ai toujours entendu faire ça en chantant. Maman chantait en faisant la vaisselle, elle chantait en tondant la pelouse, elle chantait en faisant la vaisselle, en lavant par terre, elle chantait. Donc, elle m'a passé tout le répertoire. Alors, c'était quoi le répertoire de maman? C'était le répertoire qu'elle avait appris chez les scouts, c'est-à-dire qu'elle était cheftaine de louveteau. Les louveteaux, c'est des petits scouts. Hein. Elle était cheftaine de louveteau. Et une cheftaine de louveteau, qu'est-ce qu'elle fait aux enfants? Elle leur apprend les chansons. Ah. Donc, la chanson, c'est le patrimoine, en fait. Et chez moi, tous les jeudis, à l'époque, on n'avait pas classe le jeudi, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Tous les jeudis, à partir de l'âge, je crois que j'avais 14 ans quand on a commencé, jusqu'à mai 68, hein, au moins pendant 4 ans, tous les jeudis, en revenant du lycée, on se réunissait chez mes parents, maman nous faisait le café, on sortait les guitares et on chantait toute l'après-midi. Ah, donc ça te vient de là, en fait, c'est ta mère. C'est maman, c'est ma petite maman. Alors, mon père chantait pas, mais il aimait bien nous entendre chanter. On a toujours chanté. En plus, bon, c'était pas que la famille Sigaud, hein, c'est clairement, il n'y avait pas un mariage sans que les gens chantent, une communion sans que tout le monde chante, tout le monde chantait. On avait un patrimoine commun. Il n'y avait pas de fête sans chanson, toujours, ça a toujours été. Tu me fais penser un peu à La Petite Maison dans la Prairie. J'ai pas vu La Petite Maison dans la Prairie. T'as jamais vu La Petite Maison dans la Prairie? Non. L'époque à l'ancienne cheminée, le papa il travaille, la maman elle est à la maison, elle éduque les enfants, et puis tu sais, il y a toutes les valeurs avec. C'est un peu ça. C'était ça. Sauf que papa il travaillait à la maison parce qu'il était expert comptable et qu'il avait son cabinet à la maison. Donc, toute la famille était à la maison, mon père était à la maison, ma mère était à la maison puisqu'elle s'occupait du foyer. Elle était ce qu'on appelle une maîtresse de maison. C'était assez honorifique. Oh, vous avez dû le gonfler, ton père, vous avez dû le saouler. Oui, réciproquement. Donnant. Hein. Tu sais que pendant le Covid, quand ils ont enfermé les gens, tout le monde était confiné.
Alors, il y a eu explosion de bébés et explosion de divorce. Ah bah, tu m'étonnes. Non, mais on peut pas vivre entassés les uns sur les autres, tu sais. Nous, la maison, d'une part, elle était assez grande. En plus de ça, il y avait un jardin. Enfin, bon, on était quand même très souvent dehors. On avait des activités sociales très, très, très actives. Maman était très active. Elle s'occupait du ciné-club, elle s'occupait des parents d'élèves, elle donnait des cours de couture. Bon, on a toujours été très, à la fois très foyer, mais très, très tourné vers l'extérieur aussi. On avait vraiment une vie de quartier, une vie communale, une vie associative très, très active. Toute ma vie, j'ai connu ça. D'un point de vue de l'éducation, tu dirais que ta mère était bien éduquée dans le sens où elle avait un bagage par rapport, j'allais dire, entre parenthèses, au moment, à la ménagère de maintenant, c'était autre chose un peu à l'époque. Il n'y a plus de ménagère aujourd'hui, il y a des femmes. C'est quoi une femme qui s'occupe de son foyer, elle est opprimée? Non, attends, c'est n'importe quoi. Non, maman, elle est l'héritière de l'éducation à l'ancienne, c'est-à-dire que le destin d'une femme est son désir. Maman m'a toujours dit qu'elle a toujours voulu être maîtresse de maison et qu'elle a réalisé son rêve. Alors, je ne dis pas forcément qu'elle a trouvé le bon partenaire pour le faire, encore qu'elle l'a épousé, qu'elle n'a pas changé, mais elle n'a pas rigolé tous les jours. Mais elle a appris l'engagement, la fidélité, tout ça, toutes les valeurs anciennes, et puis elle nous les a passées. C'était avant que mes 68 viennent tout bouleverser. Mais j'ai été élevée là-dedans et maman n'a jamais eu d'autre ambition vraiment que de continuer de diriger son foyer. Elle le dirigeait, elle était maîtresse de maison. Alors, elle a pris des études sur le tard, hein, tu vois, j'ai de qui tenir, mais c'était pour son intérêt personnel. Elle a jamais eu envie d'en faire autre chose que de s'être enrichie. Elle a fait de la sociologie. Alors à Vincennes, tu parles à Vincennes. Ils étaient politiques. Ah non, Vincennes, c'était du concentré de gauchiste en tube. Tu sais, non, elle a un peu déjanté maman à ce moment-là. Hein. Mai 68 lui a un peu tapé sur le. Tu m'étonnes. Pour toutes les femmes, ça devait être un truc extraordinaire. On en a tous pâti et elle avec. Mais bon, ça reste ma petite maman et elle m'a vraiment donné beaucoup d'amour. Il n'y a pas de problème. Donc, et puis toutes les valeurs que je défends aujourd'hui, c'est celles qu'elle m'a enseignées, c'est celles qu'elle m'a inculquées. Et elle les tenait de sa propre mère, qui les tenait de sa mère, et puis de son père, et puis de son grand-père. Hein. Je fais partie d'une lignée de Français catholiques. Tout ce qu'il y a de plus dans la tradition. Mai 68 a bouleversé tout ça, parce que c'est ce qu'on appelle une révolution colorée. Hein. Ça a été organisé de longue main, en amont, par tout un tas de gens qui sont venus nous faire de la propagande à la fois dans les lycées, à la sortie des lycées, à la télévision. Enfin, tu sais, cher Abdel, je t'annonce que c'est le sujet de mon prochain livre qui va très bientôt sortir. Je raconte ce qu'a été le renversement des valeurs par l'irruption de la sexologie dans notre société. Je couvre une période qui couvre en gros tout le XXe siècle. Tout le XXe siècle jusqu'à 2020 à peu près. C'est-à-dire. Ça veut dire que tu vas amener les éléments factuels qui vont. Absolument. Ça, c'est super intéressant. Ce livre, je vais te dire, j'en ai terminé l'écriture la semaine dernière, et là, je l'ai donné à un ami pour qu'il le relise, parce que je veux que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet comme je le connais, c'est-à-dire quelqu'un d'extérieur, le lise et me dise, là, il faut que tu ailles mollo, là, il faut que tu en rajoutes, là, quelqu'un qui me dise si le livre est prêt. Mais j'espère pouvoir, si tout va bien, une quinzaine de jours, t'annoncer la sortie de mon 19e livre. 19e livre. Et je vais parler de tout ça, je vais parler de ce qu'étaient les valeurs dans le temps et comment on nous en a fait changer. Tu ne vas pas te faire des amis encore, hein. Tu ne vas pas te faire des amis là. Bon, tu sais, alors moi, les gens qui me détestent, hein, tu sais, parce que dès que tu attaques. Dit, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Une femme qui attaque mai 68, pour eux, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pété les plombs. On a tout perdu en mai 68. On a perdu nos racines. C'est effroyable. On va aborder ça comme une libération. Écoute, Abdel, moi, je te propose qu'on reporte cette discussion à la sortie de mon livre, parce que vraiment, je crois que c'est bientôt. Disons, j'espère, je touche du bois, parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Surtout que maintenant, je m'auto-édite. Hein, c'est terminé d'ASFR. Bref, je veux pas être désobligeante.
Je fais de l'auto-édition maintenant sur les conseils avisés de gens très bien qui en font autant et qui m'ont dit « Cher Marion, fais comme nous ». Donc, je vais publier mon premier ouvrage entièrement chez Book Edition. The Book Edition, comme on dit. Moi, j'aime mieux dire Book Edition, encore que édition de livre, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi. Ouais, donc, j'ai déjà fait une réédition de La Marche Rouge chez Book Edition. Donc, j'ai déjà un livre en vente sur Book Edition. Vous faites Book Edition Marion Sigaud, vous tombez dessus. C'est la réédition de La Marche Rouge. Mais c'est une réédition. Ma première édition originale va arriver incessamment. On fera cette discussion justement autour de mai 68, puisque moi j'ai déjà eu l'occasion de parler avec toi. Alors on va le faire en deux parties si tu veux bien. Une première partie autour de l'histoire de France, la Révolution française, pour les nuls, entre parenthèses, pour tous ceux qui te découvrent. Donc on est notamment sur le réseau TikTok, etc. Et puis dans le deuxième temps, la sexualité des gosses, mais de façon générale, la sexualité qui a toujours été un outil pour amener la perdition et pour amener la civilisation à aller vers un autre paradigme, si tu veux bien. Alors, si tu devais qualifier la Révolution française ou l'histoire de France depuis la Révolution, on parlera après des rois, comment tu qualifierais ça si tu veux le faire en 3 minutes? Comment je qualifierais la Révolution française? C'est la première inversion des valeurs. C'est la première. La deuxième, c'est la révolution sexuelle, mais vraiment, la Révolution française, c'est l'inversion des valeurs. C'est l'introduction par la violence et par la coercition du capitalisme le plus sauvage en remplacement d'une société pour le bien commun. On a remplacé le bien commun par la recherche de profit et on a remplacé tout ce qui protégeait le peuple par tout ce qui protégeait le peuple, toutes les lois, toutes les protections qui existent pour permettre au peuple de prospérer et de vivre bien. On a remplacé ça par la recherche de profit et le capitalisme le plus hybridé, le plus sauvage. Et le renversement de l'ancienne France et de la nouvelle, on a supprimé ce qu'on appelait la police des grains, c'est-à-dire l'autorité publique qui s'assurait que des spéculateurs n'allaient pas faire flamber le prix de la nourriture de telle sorte que le peuple ne puisse plus l'acheter. On a supprimé la police des grains et on a dit les marchands feront mieux que n'importe qui. Les marchands ont pris le pouvoir et ils l'ont encore. Et ils l'ont encore. Donc la bascule s'est faite à la Révolution française, le tout enveloppé dans tout un tas de mensonges que le peuple réclamait la liberté. C'est pas vrai, le peuple ne réclamait pas la liberté, le peuple réclamait la réglementation, le peuple réclamait la surveillance des puissants. Or, la liberté, c'est la liberté des puissants, c'est la liberté de faire ce qu'on veut sans en référer à qui que ce soit. Et la révolution, c'est cette liberté qui arrive au pouvoir. Donc, il y a un prêtre au 19e siècle qui s'appelait Lacordaire, qui disait « Entre le riche et le pauvre, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège. » Et l'interdit qui protège. C'est la liberté qui opprime et l'interdit qui protège. Donc, il était interdit sous l'Ancien Régime, sous le régime des rois, il était interdit de spéculer sur le blé, il était interdit de faire des stocks de blé en période de disette, enfin en période de manque, il était interdit d'exporter du blé aussi longtemps que la population ne s'était pas servie. Et la révolution a consisté à dire le commerce est libre, on n'a plus le droit. Les révolutionnaires ont instauré la loi martiale dès 1789 contre tout rassemblement illicite. C'est-à-dire que quand l'autorité disait, vous voyez le drapeau rouge là, ça veut dire que c'est la loi martiale, le drapeau rouge à l'origine, on sortait quand c'était la loi martiale, quand le drapeau rouge est hissé, 3 personnes rassemblées qui ne veulent pas se disperser, on les canonne, on tire dedans. Or, depuis que la royauté existait, depuis que la France est France, quand il y avait des difficultés d'approvisionnement et que pour une raison ou pour une autre, le blé devenait trop cher, et il y a des tas de raisons extérieur à ce que le blé devienne trop cher. Par exemple, s'il a beaucoup plu ici et que la récolte est moins bonne, il faut faire venir le blé de plus loin, donc il va être forcément plus cher. Si les transports ne se font pas, s'il y a une guerre, bon, il y a toujours des raisons objectives quand le blé est trop cher. Et la règle voulait que quand le blé était trop cher, le peuple demande et l'autorité accorde ce qu'on appelait la taxation, c'est-à-dire la fixation
du taux maximum auquel on pouvait vendre le blé. La taxation était un droit, c'était une protection que l'autorité royale donnait aux populations, et la taxation se faisait toujours par la négociation entre les marchands, parce que voilà, c'est eux qui détenaient le blé, entre les marchands et l'autorité, pour que le plus pauvre des sujets du roi puisse continuer de manger. Eh bien, la Révolution a interdit la taxation, et en instaurant la loi martiale et en disant à partir du moment où 3 personnes seront rassemblées alors que le drapeau rouge aura été levé et qu'on aura dit dispersez-vous, si les gens ne se dispersent pas, on canonnera, ça veut dire que la taxation était passible de la peine de mort. Alors que c'était un droit, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et la Révolution, c'est ça. Et ça, c'est dès 1789. C'est dès 1789. C'est dès les débuts, dès tout début de la Révolution, on interdit la taxation et on fait en sorte que le blé soit rigoureusement interdit d'empêcher la libre circulation du blé. Or, la libre circulation du blé, c'est le droit pour le marchand de l'emmener là où il pourra le vendre le plus cher. Alors justement, donc si je pars sur principe, donc la révolution va avoir comme effet en fait de mettre en place ce qui sera le système capitaliste que nous connaissons maintenant dans ses débuts, c'est-à-dire on enlève en gros tout ce qui pourrait venir bloquer le marché ou réguler le marché, donc le roi, et on va y mettre derrière des gens qu'on ne voit pas, des systèmes qu'on ne voit pas ou qu'on ne maîtrise pas et qui eux feront ce que le roi faisait à l'époque. Et ben justement, non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'on laisse les marchands faire ce qu'ils veulent sans leur donner aucune restriction. Oui, mais les marchés, en fait, derrière, on va apprendre aussi que tu as des familles où tu as des puissantes familles de marchands. Ah bah, il est évident. Attends, les riches là deviennent de plus en plus riches parce qu'il n'y a plus rien pour réguler. Il n'y a plus rien qui interdit aux gros de manger le plus petit, de devenir encore plus gros et puis de se faire absorber par encore plus gros. Puis voilà, c'est la concentration du capital. Non, mais c'est ça. La France alors a que le roi, non. Le roi, non. Le roi, jamais. Le roi, jamais. Non. Le roi veillait. On me disait, mais il y a des gens qui disent, mais enfin, on ne peut rien entreprendre s'il n'y a pas des concentrations de capitaux. Bien sûr qu'il faut des concentrations de capitaux, mais quand le roi veillait au grain, on pouvait faire des concentrations de capitaux pour faire des grands travaux, et Dieu sait si on a fait des grands travaux en France. Il y a eu des grands travaux, il y a eu des grands canaux, il y a eu des grandes routes, enfin, qui ont été faites, mais sous l'autorité du roi. Sous l'autorité du roi. Et c'est-à-dire dans un but de bien commun, le bien commun. Et la royauté, le système de royauté, alors je ne dis pas que c'était parfait, hein, personne ne peut dire une chose pareille, c'était loin d'être parfait, mais dans le principe de la royauté, c'est que le roi œuvre pour le bien commun, alors que la Révolution introduit l'idée de chacun pour soi et tout va bien. Et chacun pour soi, ça, rien ne va, hein. Rien ne va, je suis désolé. Quand c'est chacun pour soi, c'est le plus dégueulasse, c'est le plus gros, c'est le plus des scrupules qui l'emporte. Voilà. Et ça va avec l'élimination de la religion, c'est-à-dire la religion, la superstition, alors que la religion, c'est ce qui dit le bien et le mal, et c'est ce qui relie les gens entre eux. Qu'est-ce que c'est que la religion? C'est ce qui relie tous les membres d'une communauté autour de valeurs communes. Les valeurs chrétiennes, c'est on n'a pas le droit d'écraser les petits, on n'a pas le droit de… Tu sais qu'il y avait un péché qui était considéré comme très, très grave, c'était de faire travailler quelqu'un sans le payer. C'était un crime social, c'était très, très, très mal vu. C'était très mal vu. Voilà, après, il n'est pas d'accord, il n'a qu'à trouver du travail ailleurs, tu vois. Bon, dans l'ancien temps, c'était impensable. Comment il ne paye pas ses ouvriers? Vous vous rendez compte? Alors justement, une autre escroquerie de la Révolution qui est que le peuple a faim, le peuple en a marre du roi. Alors ça aussi, qu'est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai, parce que le roi, acculé par la dette, il faut comprendre que la dette, c'est quelque chose qui a été savamment organisé pour étrangler la royauté. Le roi, étranglé par la dette, a écouté les sirènes libérales et il a accepté de supprimer la police des grains. Mais la police des grains, elle a été supprimée avant la Révolution, et c'est pour ça que la Révolution a éclaté. C'est que le roi, qui avait accepté, parce qu'il était acculé par la dette, il avait accepté de supprimer la police des grains et de laisser filer le… On avait dit au roi, si vous laissez monter le prix du blé, vous allez enrichir la paysannerie et par le biais des impôts, vous allez vous enrichir vous-même. Donc, voilà, mais c'est une escroquerie. Sauf que le roi, il était acculé par la dette. Donc, juste avant la Révolution, le roi a accepté de supprimer la police des grains. Ben, les gens avaient faim, mais ils n'avaient pas faim à cause de l'ancien régime, ils avaient faim à cause du nouveau qui était en train de se mettre en place. Et donc, justement, il y a cette histoire aussi que tu as racontée du duc d'Orléans qui avait acheté les grains, qui les envoyait en Angleterre. C'est-à-dire qu'on a aussi organisé la famine. Bien sûr. Alors, le duc d'Orléans, il était cousin du roi.
Enfin, il était de la famille, il n'était pas cousin germain, il était cousin. Enfin, il était cousin quand même, il était bien de la famille du roi, et il était le grand maître de la franc-maçonnerie. Alors lui, j'aime autant dire que la Révolution, il a mis tout son pouvoir, tout son avoir, tout ça, tout pour la faire, parce que lui, ce qu'il voulait, il voulait pas la République, il voulait renverser le roi pour prendre sa place. Il voulait un régime à l'anglaise. Le régime à l'anglaise, c'est libéral de chez libéral, pas de police des grains, pas de corporation, pas etc. Chacun va s'enrichir comme il l'entend, avec au-dessus un roi qui va être un roi à l'anglaise, qui va rendre compte à une assemblée. Et ce roi devait être le duc d'Orléans, le cousin du roi. Et le roi Louis XVI n'était pas d'accord que son cousin essaye de le renverser. Hein, c'est d'accord? Alors on l'a appelé tyran parce qu'il ne voulait pas se laisser faire. Bref. La Révolution, c'est quand même une série d'arnaques et de coups d'État. Et le duc d'Orléans a eu le plus mauvais rôle possible. Et effectivement, dans ces histoires de hausse du prix du pain, le duc d'Orléans, il faisait des amas de grains, parce qu'il était suffisamment riche pour le faire, et il le vendait en Angleterre. C'est-à-dire que ça, c'était passible de la peine de mort. Oui, parce qu'il organisait finalement le manque de graines et donc la pénurie. Ben, il organise la pénurie. Or, le peuple n'a pas véritablement d'avance. Un paysan, il peut avoir dans son grenier de quoi tenir un an ou deux, mais toute la population n'est pas productrice de grain. Donc, les gens, ils sont obligés d'aller au marché pour acheter du grain. Si, quand il y a du grain sur le marché, quand il y a du grain chez les producteurs, au lieu de l'amener sur le marché, le refilent à des gens qui vont l'emmener plus loin et le cacher, et éventuellement, comme faisait le duc d'Orléans, le vendre en Angleterre, la population n'a plus suffisamment de quoi manger. Et c'est ça la pénurie de pain à la Révolution. C'est pas le nouveau régime, c'est pas l'ancien régime qui fait que les gens ont faim, c'est le nouveau qui est en train de se mettre en place. Et ça, le malheureux roi Louis XVI, je suis obligé de dire le malheureux roi Louis XVI parce qu'il était vraiment acculé, c'était pas ce qu'il voulait. Oui, c'est un complot. On peut dire qu'il y a un complot sur le roi. Complètement. Ah ben là, c'est clair, c'est un complot libéral. Mais alors, c'est clair et net. C'est clair et net. Je veux dire, on connaît les complotistes. D'ailleurs. On connaît les complotistes et on sait même ce qui se racontait dans leurs réunions. Il n'y a pas de doute à cet égard. Si ça s'appelle être complotiste, non, de toute façon, j'aime pas les néologismes. Il y a une chose qui m'a étonné aussi, c'est tous les gens qui vont lâcher Louis XVI, alors que Louis XVI, finalement, il a toujours eu l'intérêt du peuple. Enfin, on ne connaît pas l'histoire de... Tu sais, en France, ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas l'histoire des rois. Pour eux, les rois, c'est des dictateurs, etc. Et finalement, les rois, ils étaient beaucoup plus veillants que cette république. Mais bien sûr. Non, mais il n'y a pas tant de gens qui ont lâché Louis XVI. Hein. C'est les gens qui se sont dressés contre lui, ils ne l'ont pas lâché, ils n'ont jamais été d'accord avec eux. Il y a au contraire beaucoup de gens qui se sont resserrés contre lui et qui l'ont payé très, très cher, très, très cher. La fidélité au roi, il y en a vraiment plusieurs personnes. Bon, il ne faut pas me demander des noms maintenant, parce qu'en direct, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a des gens qui ont payé de leur vie, leur fidélité à un monarque dont ils savaient que tout ce qu'on racontait sur lui, c'était des mensonges, les calomnies, la fabrique de calomnies sur... Tu sais, quand il y a eu un assaut à un moment donné contre le palais du roi, oui. Et il y a eu des écrits qui ont circulé. Vous vous rendez compte, il a vendu des meubles d'or et d'argent qu'il y avait. Alors, comment ça, il les a vendus? Il est arrivé, on n'a trouvé aucun meuble d'or et d'argent. C'est donc bien la preuve qu'il les a vendus. Or, il n'en a jamais eu. Il n'a jamais eu de meubles d'or et d'argent. Tu vois, la preuve qu'il y en avait, c'est qu'il n'y en a plus. Ouais, la spéculation totale. C'est n'importe quoi. La presse révolutionnaire a eu un effet absolument monstrueux sur la Révolution. Le nombre de mensonges qui ont été écrits et divulgués et diffusés comme ça, c'est fou, fou. Oui, il fallait vendre le projet républicain finalement. Oui. Il fallait calomnier. Et ça, il y avait quand même un grand menteur. Alors, un grand menteur devant l'Éternel, il était mort à ce moment-là, mais il avait quand même donné l'exemple jusqu'à sa mort en 1778, c'était Voltaire. Voltaire, c'était le grand propagandiste du mensonge officiel, quoi. Il mentait tout le temps, et ces mensonges, il les écrivait à des gens qui les écrivaient à d'autres et tout. Il arrosait toute l'Europe avec ces mensonges. Incroyable. Alors, et il appelait ça défendre l'opinion publique. Oui, je t'écoute, Abdel. Oui. Autre mensonge, je fais quelques mensonges comme ça. Le peuple a pris les armes et on apprend en fait à travers toi que c'est des mendiants, des gens qu'on va payer, qu'on va sortir de prison. C'est tout un tas de gens comme ça. Et en fait, le peuple n'a pas fait de révolution en vrai. Le peuple, il l'a subi, la révolution. Hein. Si, il y a eu quand même dans les 6 mois qui ont précédé la révolution, il faut lire, comment ça s'appelle
je suis en direct, j'arrive pas à retrouver. C'est pas grave, il faut lire, tu me diras le livre plus tard. Oui, je le dirai plus tard. Il y a un livre qui fait vraiment référence point par point sur toutes les émeutes qui ont précédé la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'est 14 juillet 89. Toutes les émeutes qui ont secoué la France dans les 6 mois qui ont précédé, c'était des émeutes de la faim pour contrer le libéralisme économique. C'est-à-dire, c'était des gens qui couraient après les convois de grains en criant taxation, taxation, taxation. La taxation était interdite, donc la police était obligée, de par la nouvelle loi, de réprimer ces manifestations-là. Or, la police n'était pas là, elle n'avait jamais été pour réprimer le peuple qui avait faim. Donc, la police mobilisée pour réprimer le peuple ne le réprimait pas parce que ne pouvait pas tirer dans le tas. Donc, des brigands et des délinquants se sont mis au milieu, ils ont profité du chaos et ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur. Vraiment, les 6 mois qui ont précédé la Révolution, ce sont des émeutes partout. 1, de braves gens qui veulent la taxation. 2, une police qui essaye de les arrêter sans oser tirer dans le tas. Et 3, des brigands, mais des vrais, c'est-à-dire des délinquants qui disent chic, c'est le chaos, on va pouvoir rentrer chez les gens, les voler, les violer. Enfin, c'est une horreur. Les 6 mois qui précèdent la Révolution, c'est le chaos général. Alors là, il faut expliquer que le roi s'était entouré justement de Turgot et toute une autre équipe, et c'est eux qui vont petit à petit convaincre le roi que comme il est tellement endetté, et d'ailleurs ils vont organiser ces guerres pour qu'il s'endette aussi, il est tellement endetté qu'il faut renflouer les caisses, et le fait de laisser monter les prix, ça va aider. Le problème, c'est que le roi, il voulait pas tellement que le peuple crève la dalle et tout, mais comme ils avaient passé une nouvelle loi, ils ne pouvaient plus faire appel à la police qui d'habitude était là pour justement mettre de l'ordre. Il ne pouvait plus. Maintenant, il fallait s'attaquer aux gens qui avaient faim. Et c'est là, on va dire, que ce processus commence. Voilà. Alors, ce qu'il faut spécifier, cher Abdel, c'est que Turgot, c'est en 1774, 15 et 16, alors que la Révolution, c'est 89. C'est-à-dire que le roi s'est débarrassé de Turgot en 1776. Voilà. Donc, entre 1776 et 1789, il y a eu d'autres tentatives de renflouer les caisses de l'État. Et au moment de la Révolution, celui qui a remplacé Turgot, c'est Necker. Alors, Necker, il a quelques particularités. C'est un étranger. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on prend comme ministre des Finances et comme principal ministre, on prend un type qui n'est pas français, bon, bah, admettons, bon. Et qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il est protestant, la France est donc plus un pays catholique, c'est fou ça. Ouais. Je veux dire, depuis que la France est France, on est catholique, et prendre un protestant, mais merci Voltaire a réussi à convaincre la France et l'Europe que les protestants sont les gentils et que les catholiques sont les méchants, voir l'affaire Calas, à coup de mensonge, il a réussi à faire passer que c'était très bien de prendre un protestant, mais le problème, c'est pas que Necker était protestant. Après tout, je veux dire, s'il est protestant et qu'il est bien, grand bien lui fasse et grand bien face à la France. Ce qu'il y a, c'est qu'il était banquier. Donc, pour enflouer les caisses de l'État, il mettait de l'argent dans la caisse, mais il fallait lui rembourser après, puis avec des taux d'intérêt absolument hallucinants. Necker, il est arrivé, le roi l'a pris pour qu'il résorbe la dette et il l'a multiplié par je ne sais pas combien. Eh oui. Ça a été une horreur. C'était déjà plus Turgot. Et alors, Necker n'était pas aussi libéral qu'avait été Turgot. Necker, il disait qu'il fallait des lois quand même, mais bon, il fallait des lois pour empêcher que ce soit du tout libéral. Mais dans les campagnes, les lois de Necker, les gens en fait mal. Ils ne voyaient pas la différence. C'est-à-dire que Necker, c'était un capitaliste. Il avait prêté de l'argent au roi. Il faisait en sorte qu'il faisait des rentes. Il lançait des rentes, des emprunts remboursable par rente. C'est-à-dire que le roi a besoin d'argent. Toi, Abdel, tu as de l'argent, tu as combien? Tu as 1000 euros. Bon, allez, tu les donnes au roi et lui, en échange, il va te verser une rente. Pendant combien de temps? Ta vie durant. C'est sympa, ta vie durant. Alors, si tu as 25 ans, tu vois. Bon. Et tu sais ce qu'il a inventé, Necker? Il disait on va faire des rentes, non sur la tête du mais sur la tête de son fils, de son petit-fils ou même de son arrière-petit-fils, ou alors de 25 gamines qui ont entre 8 et 12 ans et puis qui vont vivre jusqu'à… Non, mais attends, c'est complètement fou. Donc, le roi acculé, il dit, mon ministre, il réussit à faire rentrer de l'argent, mais l'argent rentré pour être obligé de ressortir immédiatement. Tu sais ce que c'est que la prise de la Bastille? C'est alors, tous ces rentiers qui avaient prêté de l'argent au roi et qui leur rapportaient énormément, ils ont financé les armes. Non, mais attends, au moment où le roi s'est rendu compte que Necker, son ministre protestant qui devait lui résorber la dette et qui la multipliait, il faisait partie du complot de son cousin pour le renverser et prendre la place. Le roi a convoqué Necker, on les a dit non, mon bon ami, vous êtes mon ministre et vous êtes en train d'essayer de me renverser. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous prenez vos petites affaires, vous rentrez chez vous. Donc le roi renvoie Necker et qu'est-ce qui se passe? Mais les rentiers, ils disent, qui c'est qui va payer les rentes?
Mais s'il n'y a plus Necker, qui c'est qui va nous payer les rentes? Aux armes. La prise de la Bastille, c'est ça, c'est pas autre chose. Ah, d'accord. Ils l'appellent des rentiers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les rentiers? Eh bien, avec l'aide du duc d'Orléans, qui avait vraiment les moyens, ils sont allés chercher le banc et l'arrière-bande, toute la racaille. La racaille, pas forcément la racaille d'ailleurs. Il y avait certainement de la racaille, mais il y avait certainement également des braves gens qui avaient faim, qui voulaient. On leur a dit, ils venaient prendre la Bastille et puis ils y sont allés. Ouais. Ils y sont allés. Ils y vont. Incroyable. Donc ça, c'est la prise de la Bastille. Ça n'a rien à voir avec... Ouais. Ils avaient faim, ils ont organisé et ensuite, comme Necker s'est fait virer, ils sont allés chercher, ils ont financé donc le renversement du roi. Et du coup, c'est revenu ces rentes, alors je suppose, après. Alors écoute, les rentes, il a fallu 3 ou 4 révolutions. Au bout d'un siècle, elles continuaient d'être payées. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Les rentes de Necker, elles ont ruiné. Et alors, ce que je voudrais expliquer, c'est parce que c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce que le roi n'arrivait plus à rembourser? Il était complètement coincé. Tu peux pas diriger un royaume si tu n'as pas d'argent. Bon, alors, le roi, on lui disait, attends. Le roi, quand il empruntait de l'argent, les gens ne lui prêtaient plus. C'était terminé. Il y a eu l'épisode Necker. Necker, il promettait. Puis après le roi a besoin d'argent parce qu'il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque à l'époque. Hein. Il n'y a pas de banque privée, il n'y a pas de banque d'État. Donc, le roi, quand il veut de l'argent, il en demande à ses sujets. Et si, quand le roi demande de l'argent, il n'y a plus personne qui lui prête, il est en banqueroute potentielle. Bon, donc dès le début de la Révolution est commencée, il y a une Assemblée nationale. C'est quoi une Assemblée nationale? C'est un coup d'État, parce que le roi a dit aux Français, organisez-vous en comité, donnez-moi vos doléances, envoyez-nous des délégués, on va écouter vos doléances. Les gars qui arrivent à Versailles avec leurs doléances, ils disent, on renverse le roi, on veut une constitution, ils n'ont pas été envoyés pour ça, c'est un coup d'État. Enfin bref, il y a une Assemblée nationale qui se met en marche, qui se met en route, et qui dit, à partir de maintenant, le roi, il va nous obéir. Bon, c'est pas ce qu'ont demandé les Français, mais admettons, ça se met comme ça. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec la dette? On n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Le premier problème, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Écoute, tu as un évêque ou un archevêque, je ne me souviens plus de son nom, peu importe. Il se présente à la tribune. Il dit, si l'Église lance un emprunt, comme l'Église est à la tête de son patrimoine qui n'a jamais été aliéné depuis 15 siècles, l'Église est à la tête d'un patrimoine gigantesque qui lui appartient, qui est constitué de la dîme payée par les Français. L'argent de l'Église, c'est l'argent de ceux qui le lui ont donné et que l'Église, en échange, reverse à la population sous forme de services, d'écoles gratuites, d'hôpitaux gratuits, tout le service public qui sera mis en place après, il est tenu à l'époque par l'Église qui rend le service gratuitement. Donc, cet archevêque, ou cet évêque, je ne me souviens pas, il va à la tribune, il dit le crédit de l'Église est entier. Si l'Église emprunte, les Français prêteront parce qu'ils savent qu'ils seront remboursés. Nous proposons de solder la dette à l'instant. À l'instant. Nous soldons toute la dette. Ils ont dit sortez. Ah oui. Sortez. Parce que, dira Mirabeau après, bienheureux déficit grâce auquel nous avons conquis notre liberté. Ah oui, en gros, il fallait surtout pas résorber la dette. Il fallait que cette dette serve pour mettre à genoux. Exactement. Il fallait surtout pas résorber la dette et il fallait continuer d'étrangler les gens. Alors ça a été bon. Moi, j'y connais rien en finance. Hein, je suis vraiment assez nul là-dessus. J'ai quelques amis qui m'ont expliqué un certain nombre de choses qui sont trouvées plus claires, mais de là à ce que je puisse vous les restituer calmement, je suis pas sûr. Toujours est-il que le problème de la dette est resté jusqu'au bout et il a permis par l'instauration d'une monnaie de singe qui était, enfin, ils ont permis un transfert de propriété absolument monstrueux. L'Église se proposait de résorber la dette et en échange, on l'a spolié de tous ses avoirs. On l'a spolié. C'est monstrueux. La Révolution, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Il y a quelqu'un qui demande si c'est Necker ou l'hôpital Necker. Oui, c'est Necker. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'hôpital Necker. Voilà. Donc, Necker avait une femme qui s'appelait Suzanne Necker et c'est elle qui a créé l'hôpital Necker. Voilà, l'hôpital Necker, ça a été une œuvre de bienfaisance avant la Révolution, bien avant la Révolution. Elle a créé l'hôpital Necker qui est devenu les enfants malades où moi j'ai été hospitalisée quand j'étais petite. Voilà. Donc, l'hôpital Necker, c'est Madame Necker. Il faut savoir que l'archevêque de Paris, de l'époque, Monseigneur Christophe de Beaumont, a donné
une partie importante de son bien, de son patrimoine, pour aider Madame Necker à créer cet hôpital. Madame Necker était donc protestante comme son mari, et le vilain archevêque de Paris, qui était un anti-protestant comme tous les vilains catholiques, il a quand même donné de sa cassette personnelle pour aider Madame Necker à créer cet hôpital. Hein, voilà. C'est pas mal. C'est bien le même Necker que l'hôpital du même nom, mais c'était l'hôpital de Madame. On verra que la dette, en fait, qui sévit dans le monde, la dette, en fait, elle a toujours été utilisée, orchestrée, voulue et amplifiée parce que c'était l'arme ultime pour faire basculer des sociétés complètes, changer des régimes, etc., etc. Et du coup, on s'étonne que Macron veut utiliser est-ce qu'on fait un crédit pour armer, etc. On en reviendra tout à l'heure, mais j'ai encore une autre escroquerie. Le vote, le peuple a voté la destitution. Et là, on apprend aussi par toi, encore une fois, que c'est juste quelques personnes, en fait, ils sont très peu, puisque les autres n'étaient même pas encore arrivés à Paris. C'est-à-dire que les dirigeants des communes qui étaient mandatés pour aller porter les doléances et donc pour faire une assemblée générale extraordinaire, l'ONU de la France, en fait, ils ne sont même pas arrivés à Paris, qu'ils avaient déjà fait le vote et tout à quelques heures. Alors, je vais te raconter ça. C'est ce qu'on appelle le vote à la convention. Alors, la convention, d'abord, c'est un mot anglais, convention. Une convention, c'est un accord entre deux personnes. Pour qu'une convention, ça devienne une assemblée, il faut que ce soit un anglicisme. Et c'est une franc-maçonnerie. Une convention, convention, c'est une organisation maçonnique. Bon, après la chute de la royauté en 1792, la convention va se réunir. Donc, la nouvelle assemblée va organiser un vote à travers toute la France pour élire une nouvelle convention qui va faire une nouvelle constitution. Voilà. Donc, bon. Sais-tu combien de... Alors, à l'époque, les femmes ne votent pas, alors que dans l'Ancien Régime, dans les communautés, elles votaient non pas comme personne, mais comme chef de famille quand elles étaient chefs de famille. Dans l'ancien temps, dans les communes, on votait par foyer, par feu. Donc, si le chef de famille était un homme, il votait, mais pas à titre personnel, il votait à titre de chef de famille. Et quand il était mort, c'est sa femme qui était chef de famille, et c'est elle qui votait. Donc, à partir de la Révolution, quand il va falloir voter pour élire des représentants, les représentants seront toujours des hommes. Bon, c'est comme ça, ils ont décidé comme ça, parce que probablement c'était beaucoup mieux. Bref, donc la Convention va être élue, et des votes donc sont lancés à travers toute la France, et tenez-vous bien, les femmes ne votent pas, ça fait déjà 50% de la population qui ne va pas s'exprimer. Oui. Les enfants ne votent pas non plus, on est majeur à 25 ans à l'époque, donc hop, on vote. Bon. Et les domestiques ne votent pas, parce que les domestiques, c'est bien connu, ça vote comme ses patrons. Et puis les chômeurs ne votent pas. Et puis, au bout du compte, se présentent pour voter. Il n'y a pas 40% de la population, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais il n'y a pas 40% d'une population donnée qui va voter. Sur ces 40%, il n'y en a que 10% qui se sont déplacés pour voter. C'est-à-dire que la Révolution avait tellement exaspéré la population que quand on lui dit on va élire une nouvelle assemblée, il n'y a pas un électeur sur 10, je ne dis même pas un Français sur 10, il n'y a pas un électeur sur 10 qui se présente. Donc ça veut dire que la Convention, elle va être élue par 4% du corps électoral. Incroyable. 4%. C'est comme si Macron était élu par 4%. Mais non, parce que quand la Convention s'est réunie, il y avait eu ce qu'on appelle les massacres de septembre, c'est-à-dire le début d'une guerre civile absolument atroce. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. On va tirer les gens de chez eux, on les met en prison, ensuite on sort les gens de prison, on les massacre. C'est une violence absolument inouïe. Et donc Paris était en état de guerre, ils avaient fermé les portes de Paris. Donc, quand le 22 septembre 1782 ou 21, je ne sais plus, bref, l'un des deux, à l'issue de la pseudo-victoire de Valmy, enfin bon, septembre 1792, la Convention va enfin se réunir et elle va destituer le roi. Elle veut une république. Alors, les députés présents vont voter. Mais les députés présents d'où ? Ils ont fermé Paris. Ils ont fermé Paris. Donc, il y a Paris qui va voter et toute la province, elle n'est pas arrivée. Les députés de Marseille, de Brest, de machin, ils sont encore en route. Et quand ils arrivent, on leur dit, attendez, c'est l'état de guerre, Paris. Donc, ils ont voté à l'unanimité de un cinquième de ah oui, c'est encore moins que 4%. Alors, ça veut dire, en fait, j'étais 1%. Même pas. Ouais, même pas. Même pas. Incroyable. C'est eux qui ont aboli la royauté. Oui. Mais donc, c'est même pas le peuple de France. Le peuple, il en pensait quoi? Mais le peuple, on ne lui a jamais demandé son avis. On ne lui a jamais demandé son avis. Le peuple, on lui a imposé.
La République, ça a été une série de coups d'État absolument abominables. Abominables. Alors, la dernière saloperie que je te dirais, c'est évidemment, la République est en place, le roi a dégagé et ça n'a pas empêché les massacres de Vendée, ça n'a pas empêché tout un tas de trucs. Donc, la République qui se vante, elle était quand même très barbare au début. Très, très, très barbare. Très, très barbare. Les républicains sont des dogmatiques, c'est-à-dire ce sont des gens ça part probablement de bonnes intentions. Moi, je ne juge pas les gens sur leurs intentions, je les juge sur ce qu'ils font. Les intentions étaient très bonnes, hein, mais ils veulent que tout le monde que tout le monde ait suffisamment à manger, qu'il n'y ait plus de très riches et qu'il n'y ait plus de très pauvres et qu'il faut faire une péréquation et que tout le monde soit égaux. Alors, tu sais ce qu'ils ont fait, ces braves gens? Ils ont pris le nombre de la surface totale de terres cultivables, de terres disponibles, hein, et ils ont divisé par le nombre de population. Ils ont dit, mais il n'y a pas assez. Si on veut que chacun ait suffisamment, il y a trop de gens. Trop de gens. Hein? Il y a un tiers en trop. Donc, si on veut instaurer l'égalité qu'on a dans la tête pour le bien de tout le monde, il faut supprimer un tiers des Français. C'est pas mal, non? Et il y a un gars qui a observé tout ça. Il a dit, c'est la seule explication possible aux guerres interminables, aux massacres en Vendée, au refus de faire en sorte que le prix du blé puisse baisser. On a organisé la faim, la misère pour réduire la population. C'est de l'eugénisme, c'est l'ancêtre de l'eugénisme. Et l'eugénisme, il ne faut pas en rigoler parce que c'est quelque chose qu'on a encore au-dessus de nos têtes. L'eugénisme, même quand il ne se présente pas, est-ce que tu sais, Abdel, que l'association Planning Familial, qui est issue de l'association américaine Planned Parenthood, à l'origine, c'est une société eugéniste. Ce sont des gens qui veulent réduire la population mondiale. Et déjà à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire que les guerres de Vendée, ce n'était pas uniquement idéologique, ça l'était beaucoup également, c'est certainement idéologique, mais pas uniquement. C'était eugénique, eugéniste. On a trop de gens, et on a trop de gens. Alors, l'obsession de l'Ancien Régime, c'est qu'on n'a pas assez de citoyens, et puis à partir de la Révolution, on en a trop. On en a trop. Alors, justement, la dernière, parce que je l'avais oublié celle-là, et peut-être la plus complexe, c'est le rôle de la franc-maçonnerie dans tout ça. C'est eux qui sont aux manettes. C'est eux qui sont aux manettes. Alors, le problème, c'est qu'ils ne se présentent pas en disant coucou, on est franc-maçon, mais ils le sont quand même. On le sait que toutes les manœuvres du duc d'Orléans, c'est les manœuvres de la franc-maçonnerie. Le duc d'Orléans, il est le grand maître de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, il est devenu franc-maçon le même jour qu'il est devenu grand maître. Hein. C'est-à-dire qu'on est allé. Direct, lui, il n'a pas eu des étages à monter. Il n'a rien du tout. Et alors, il avait les sous, il avait les sous. Ouais, et on est venu le chercher, c'est-à-dire que les francs-maçons, alors ils venaient de Bretagne, hein, ils sont allés, c'était en 1700, c'était. Est-ce que c'était encore Louis XV ou est-ce que c'était déjà Louis XVI? Oh, je vais dire une bêtise. Toujours est-il que, non, je crois que c'était encore Louis XV. Les francs-maçons bretons sont arrivés en région parisienne, ils sont allés à Villers-Cotterêts, qui était le lieu de résidence des ducs d'Orléans. Ils sont allés voir le père de celui qu'on appellera Philippe Égalité et lui ont proposé, il dit voilà, nous sommes bien organisés, nous voudrions un régime à l'anglaise, ce qu'il nous faut, c'est, il nous faudrait un régent, on va renverser la royauté, il nous faut un régent. Moi, trahir l'autre, mais dehors, messieurs, dehors! Comment ça, moi, trahir mon cousin? Mais sortez! Puis, derrière la porte, il y avait le fils, il dit hey, psst, venez voir ici. Ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, mon père ne sera pas éternel. Retenez-moi. C'est comme ça que ça a commencé le bordel alors? Et le jour où son père est mort, hop, l'accord a été passé et il est devenu grand maître en même temps qu'il est devenu franc-maçon. Alors, ça veut dire que ce gars, il avait une oreillette, il recevait des… Hein, bon, cela dit, sur le plan économique, sa position, c'était libéral de chez libéral, c'est-à-dire libre circulation des grains, abolition des corporations. Les corporations, c'était une horreur parce que tu comprends, un ouvrier qui est assuré d'avoir suffisamment pour vivre, il travaillera moins bien que celui qui sera aiguillonné par la peur de la faim. Donc, affamons les ouvriers. Non, mais oh. C'est des salopards. Toute la misère ouvrière qu'on a vue au 19e siècle, elle a été programmée par ces gens-là. Programmée. Alors, elle a été voulue. Justement, Marion, donc la franc-maçonnerie qui est encore à l'œuvre, l'eugénisme qui est toujours là, on va basculer justement dans ce deuxième thème, puisqu'on va voir que d'un point de vue de la sexualité, l'hôpital public, et puisque tu nous as révélé… Général, pas l'hôpital public. L'hôpital général, pardon. Et pourquoi je dis l'hôpital public? Oh, c'était l'hôpital public aussi, général. Ouais. Donc, cette franc-maçonnerie-là,
Donc, j'ai une petite pensée évidemment pour Stéphane Blé, paix à son âme. J'ai aussi pour Johan Nivernette, avec qui on avait fait une conférence, tu te rappelles, à Toulouse, la conférence à Toulouse, et d'ailleurs qui a pris un AVC. Cette franc-maçonnerie-là, elle a, depuis le début de la République jusqu'à maintenant, ce que la France, elle a toujours été à l'œuvre. Et finalement, on peut dire que son boulot, c'était quoi? Dégager le roi, dégager la République, et puis nous amener vers l'esclavagisme absolu. Dégager Dieu, dégager Dieu. Ah oui. Remplacer Dieu, remplacer Dieu. Ce sont des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir remplacer Dieu. Il faut vraiment être... Alors justement, je voudrais te faire écouter, comme ça tu vas me commenter ce gars-là. Vincent Payon, écoutez ce que Vincent Payon dit. Ah, très bien, je connais, vas-y. La Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutions. Incroyable ce qu'il dit. La révolution a échoué parce qu'on n'a fait que la révolution matérielle, mais qu'on n'a pas fait la révolution spirituelle. Et en gros, il faut remplacer l'Église catholique. Et donc, ils vont mettre une nouvelle religion, la laïcité. Donc, effectivement, Dieu, ça a toujours été la cible. Alors, c'est exact que, alors, de dire que la révolution a échoué, ça veut dire que c'est par rapport à l'objectif qu'ils en avaient, mais elle n'a pas échoué pour tout le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'il est de fait que les coups de boutoir contre la religion, les coups de boutoir contre le catholicisme n'ont pas empêcher les Français de vouloir continuer d'être catholiques. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut dire, si on se met de son point de vue, que la Révolution a échoué, elle n'a pas réussi à éradiquer le catholicisme parce qu'elle a voulu supprimer la religion sans la remplacer par une autre religion. Effectivement, la nouvelle religion, ça sera la religion laïciste, mais les Français sont restés foncièrement catholiques pendant tout le 19e siècle. Ils sont restés catholiques. Alors, il y a eu des trahisons, il y a eu des accords, il y a eu des... Bon, c'est compliqué. En plus de ça, je ne suis pas du tout spécialiste du 19e siècle. Donc, j'ai bien mon idée sur un certain nombre de choses, mais je ne pourrais pas en parler avec autant d'aisance que du 18e. Mais la révolution, le but de ces gens-là, c'est de supprimer Dieu. Et Dieu, alors c'est pas que le catholicisme, je veux dire, ça va être la même chose certainement dans le monde de l'islam. Il y a des gens qui veulent remplacer une religion qui relie les gens entre eux par quelque chose d'autre, qui va relever de la morale individuelle, qui va relever de la recherche individuelle du plaisir et qui va éliminer toute transcendance. Et ben, gouverner un pays sans transcendance, ça n'existe pas. Une transcendance en chasse une autre. Si c'est pas le Dieu, ça sera le diable. Si c'est pas Dieu, ça sera le diable. Et je pense que la montée du satanisme c'est ça. C'est ça. Si le bon Dieu sort, le diable rentre immédiatement. La nature a horreur du vide. Et ouais, c'est ça en fait. Donc, on voit maintenant le vrai rôle donc de la franc-maçonnerie qu'il a joué pendant la Révolution française et qu'il joue maintenant. Et on va finir peut-être par ça. Qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces Français qui ne connaissent pas leur histoire de la Révolution, qui ne connaissent pas l'histoire de tous ces siècles de chrétienté, qui connaissent rien de tout ça? Au fond, est-ce que le peuple de France, et on peut l'appeler encore le peuple de France au sens de historique? Moi, je pense que là, tu vois, quand il y a eu les Gilets jaunes, il y a une vidéo d'ailleurs qui a circulé où je pleure, je dis la France n'est pas morte. La France n'est pas morte. J'ai vu, quand on entendait les slogans des Gilets jaunes, c'est toutes les valeurs chrétiennes qui réclamaient. C'est toutes les valeurs chrétiennes. C'était le respect de la personne, c'était le respect des pauvres, toutes les valeurs chrétiennes étaient revendiquées par ces gens-là qui ne savent pas qu'ils sont chrétiens, qui ne le savent pas parce qu'ils croient que c'est des valeurs universelles. Pas du tout. Les nouvelles valeurs maintenant, c'est écrase la gueule de ton voisin, apprends à jouir des 3-4 ans. Enfin, c'est le renversement des valeurs. C'est complètement le renversement des valeurs. Mais les vraies valeurs chrétiennes, ce sont celles qui sont encore chevillées au corps de beaucoup de gens. Alors, le problème est que moi, je pense, parce que je le sens, que ces valeurs sont encore chevillées au corps des Français, sauf que les Français sont totalement maintenant atomisés. Ils ne sont plus du tout, ils ne sont plus ensemble, et que se rassembler, c'est de la dernière difficulté. Dès que, je veux dire, la première manif, j'ai vu la répression des dernières manifestations, c'est absolument hallucinant. On n'a plus le droit de rien faire dans ce fichu pays, de rien dire et de rien faire, quoi. C'est absolument monstrueux. Je pense que la France n'a pas dit son dernier mot. Je pense que la France n'a pas dit son dernier mot. Je pense que la France n'est pas morte. Je pense que tous les gilets jaunes qui ont été tellement durement, c'est dégueulasse cette répression. Ils ne sont pas morts, ils sont toujours là. Salut. Salut.
et je crois au réveil de la France d'une manière ou d'une autre. Alors, sachez que j'ai mis un petit bout de terrain au bled pour Marion, parce qu'elle est encore, elle rêveuse, elle croit encore que la France n'est pas morte, mais je lui ai mis un petit bout de terrain ici au bled, elle aura des animaux, vous inquiétez pas, on s'occupe de Marion quand elle va s'apercevoir que non. Alors, tu sais, je me suis aperçu pendant le mouvement des Gilets jaunes, moi, je me suis aperçu de l'inverse, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment encore de quelque chose de chrétien chez les gens qui se disent eux-mêmes super athées. Oui, en fait, absolument. même pas qu'ils sont encore là-bas. Mais ce que j'ai vu surtout, c'était la crise de sens. C'est-à-dire, pour la première fois, je vois des Français, ils faisaient croire qu'ils sont sortis pour le frigo, mais en vérité, ils sont sortis parce qu'ils ne savaient plus pourquoi ils existaient. Ce travail, ce monde de labeur, les a ramenés à une perte de sens. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Moi, j'ai remarqué ça. Si c'est pas ça qui te ramène à Dieu, la perte de sens, c'est quoi? Voilà. Ben, exactement, c'est pour ça que j'ai encore de l'espoir. Tu sais qu'il y a un retour à la foi et à la pratique religieuse en France qui est indéniable. Je vais t'expliquer un truc, Abdel. Bon, tu sais que je suis catholique pratiquante. Bon, oui. Jusqu'à l'âge de 60 ans, j'avais jamais été marraine. Je le suis 5 fois. Moi, je veux bien être marraine. Si j'ai un autre enfant, je te mets marraine. Je te le dis direct. Pourquoi tu as l'intention de le baptiser? Tu as l'intention de le baptiser? Non, mais tu sais comment ils disent maintenant, marraine, tu sais, on fait des marraines. Non, moi, c'est marraine sur les fonds baptismaux. Marraine. Carrément, sur le fond de. Ah ouais, oui, d'accord. Oui, marraine catholique, marraine de gens baptisés, dont 4 adultes et un bébé. Je suis en train de dire que la France est en train de se Oui, jeune homme. Et il paraît que cette année, au mercredi des cendres, toute l'église était pleine, alors que l'année dernière, elle ne l'était pas. Il paraît que la fréquentation des églises, mercredi des cendres, Abdel, c'est le lendemain, que je t'explique. Le mercredi des cendres, c'est le début du carême. C'est le lendemain de Mardi Gras. C'était mercredi de la semaine dernière, ou d'avant, je ne sais plus. Bref, le mercredi des cendres, c'est le début du carême. Et il y avait 40% de gens de plus que l'année dernière à la messe. Oh, c'est génial, ça. Mais oui. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une guerre parce qu'ils ne laisseront jamais les gens rentrer dans la religion. Ils laisseront, je ne sais pas qui est est-ce qu'ils vont pouvoir? Est-ce qu'ils vont pouvoir, République. Mais attends, ces gens-là, ils ont un nom, un prénom, une adresse, et il y a un moment donné, ils ne vont plus pouvoir mettre les pieds dehors. Hein. Tu as vu, Van der Leyen, elle ne peut plus mettre le pied dehors. Hein. Elle se fait huer partout. Vrai. Même Macron, il lui faut 150 000 compagnies de CRS. Tu sais qu'il est venu au Maroc, il n'a jamais vu un bain de foule aussi nombreux. Tu sais, tout le monde l'acclamait et tout. C'était la seule fois de sa vie que quelqu'un. Pourquoi les gens l'acclamaient? Pourquoi les gens l'acclamaient? Vous êtes fous, le Maroc. Mais en fait, personne l'acclame. C'est parce qu'on a dit, écoutez, on reçoit quelqu'un, faites semblant. On a payé les gens. Ben ouais, c'est la gentillesse marocaine. C'est des you-you, criez des you-you et après on vous régale. Ouais, alors qu'il ne savait même pas qui c'était. Le mec, tu sais, lui crachait dessus il y a quelques mois, juste à la gueule. Non, mais alors, on va passer justement dans ce deuxième volet. Donc cette France, moi, je suis déjà heureux de l'apprendre parce que moi, je suis tellement défaitiste par rapport à ça. Mais de savoir qu'il y a des gens qui reviennent à Dieu, pour moi, c'est la seule solution. C'est ce que je disais d'ailleurs. Il n'y a que la foi en Dieu qui peut nous sauver. C'est indéniable. Il y a un retour à la pratique religieuse. C'est indéniable. Écoute, moi, tu sais que quand je suis rentrée à Égalité et Réconciliation en 2012, j'en suis partie en 2020. Depuis, pendant ces 8-9 années, à chaque fois que j'ai fait une conférence, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « je me fais baptiser, je me fais confirmer, je reviens à la foi, je redeviens catholique ». À chaque fois, toutes les conférences que j'ai faites. Or, je n'ai jamais parlé religion dans mes conférences. Je ne faisais que rétablir la vérité par rapport aux mensonges historiques. Eh bien, on a raconté des horreurs sur l'Église. Quand tu redis la vérité, les gens disent « tiens, mais c'est vrai, vous faites pourquoi ?» Et hop, ils sont venus. Je te garantis qu'il y a eu énormément de retours à la foi depuis de ces 10 dernières années. Énormément. Peut-être que j'en fais partie aussi parce que j'arrête pas de dire dans mes émissions depuis tout le temps, revenez à Dieu, revenez à votre chrétienté. Mais tu sais, il faut que ça vienne de l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Tu peux pas revenir à Dieu parce qu'on te l'a dit de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Tu sais, un jour, on te dit pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Tu vois, à un moment donné, tu te poses des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et quand on te dit… Et alors, il y a autre chose aussi. Tu sais que j'étais amie avec Judith Reisman, qui a été élevée dans un milieu… Tu vois, qui c'est Judith Reisman? C'est elle qui a révélé les mensonges sur Kinsey et qui a combattu la sexualisation des enfants. Elle m'a raconté…
Oh, c'est une merveille, une merveille. Bon, après, sa fille avait été aussi violée à 12 ans. Voilà, mais on en reparlera une autre fois si tu veux, parce que ça fait partie également de mon prochain livre. Donc, Judith Reisman, elle m'a raconté, elle m'a dit, elle a été élevée dans un milieu, alors elle a été dans un milieu juif, mais juif communiste, juif athée, juif, tu sais, complètement anti-rabbin, anti-religieux, anti-tout, qui, tu vois, levé le poing, camarade Staline, machin et tout, elle a été élevée là-dedans. Et moi, quand je l'ai connue, elle m'a chanté la Marseillaise. Dis donc, elle a appris ça en Amérique, c'est-à-dire que non seulement elle avait le culte du communisme, mais également de la Révolution française. La Révolution française, c'est une grande et belle chose, etc. Bon. Et puis, elle a découvert ce qu'elle a découvert. Et un jour, elle m'a dit, écoute, moi j'ai compris un jour un truc, c'est qu'il existe une force active, volontaire, qui fait le mal, et je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement que le diable. Moi, j'ai dit, pourquoi l'appeler autrement? Elle me dit, je crois au diable. Je dis, mais je te crois que tu crois au diable. Je dis, c'est évident, on le voit partout. Mais elle me dit, mais c'est pas lui qui a créé le monde. Puisqu'il passe son temps à le détruire, il y a donc quelqu'un d'autre. Ah, superbe raisonnement. Et elle me dit, je crois en Dieu, et elle est morte chrétienne. Elle est morte chrétienne. Je te jure, je l'ai vue prier. Exceptionnel. J'ai prié avec elle. Mais tu sais, c'est le raisonnement logique. Et il y a plein de gens qui peuvent suivre ce raisonnement. Tu vois le mal qui se répand partout. Qu'est-ce qui interdit d'appeler ce mal le diable? Rien. Le diable, c'est quoi? On dit, il a des cornes, etc. Il y a des cornes si tu veux lui mettre des cornes, mais qu'est-ce que c'est? Quand on te dit qu'il y a une force volontaire, maléfique, qui avance et que rien n'arrête. C'est le mal. Ah oui. C'est le mal absolu. Qu'est-ce qui interdit de l'appeler le diable? Est-ce que ce diable a pu créer le monde? Non, puisqu'il le détruit. Donc, il y a au-dessus. Superbe raisonnement. C'est beau. Alors, juste par rapport, il y a Padrino. C'est comme ça qu'elle est devenue chrétienne. Ah ben, génial, c'est pour ça. Ah ben maintenant, tiens, je le saurai, Judith, bravo. Père ton âme. On en Padrino reparlera, hein, j'ai beaucoup à dire sur elle. Alors, il y a Padrino qui me dit, le mercredi décembre à la messe, ma chapelle était pleine, tous les fidèles étaient là. Nous avons aussi Christelle et nous avons d'autres personnes qui confirment que effectivement, il y a des gens qui étaient agnostiques et qui sont revenus à la foi. Donc, il y a, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas, en tout cas, tu as attisé ma curiosité. Je vais aller me renseigner sur tous ces phénomènes-là, mais ça serait une super bonne nouvelle. Et en même temps, ça voudrait dire que, effectivement, la foi en Dieu, si elle est là et si elle revient, moi, je suis sûr et certain qu'ils ne pourront jamais tenir parce que la foi en Dieu, elle te les balaye. Mais il faut être assez nombreux et suffisamment conscients et stratégiques pour pouvoir organiser un peu tout ça. Donc, on passe un petit peu dans ce deuxième volet qui est l'éducation sexuelle à l'école, ça y est. Les programmes, leurs conneries, tout ça s'est mis en place. Et toi, tu nous as un petit peu... Leur crime, c'est criminel. C'est leur crime. Et toi, tu nous as un peu fait comprendre qu'en fait, ça n'avait pas de nulle part. Donc, Alfred Kinsey, mais en fait, derrière Alfred Kinsey, c'était juste une espèce de prête-nom, lui. En fait, derrière, il y avait Rockefeller. Exactement. Et la CIA. Et la CIA, encore, déjà à l'époque. Voilà. Et voilà, déjà, absolument. Rockefeller a financé et la CIA a disséminé. Alors, juste pour la petite histoire, donc c'est là qu'on a eu cette idée qu'il y avait un droit à l'enfant, à la sexualité, après les travaux de ce tordu qui a fait un tableau. Bon, elle vous en parlera. Mais surtout, ce Alfred Kinsey, juste pour les personnes qui l'entendent pour la première fois en une minute, comment tu pourrais... Qui c'est ce bonhomme? Alors, Alfred Kinsey, c'était un chercheur, il s'occupait d'insectes. C'était un entomologiste. Les abeilles ou les guêpes, là. Les guêpes, il s'occupait de guêpes. Bon, c'était un chercheur à l'université d'Indiana qui a été approché. Alors, comment est-ce qu'il a appris à connaître ces gens? J'en sais rien. En tout cas, il était suffisamment tordu et suffisamment dépravé pour... tu sais, la dépravation, ça crée des liens. Hein, entre gens dépravés, on se refile les bonnes adresses, on se refile les contacts. Il a été approché par des gens puissants qui étaient en l'occurrence déjà la CIA, hein, c'est clairement. Il a été approché pour déclencher une révolution sexuelle, c'est-à-dire pour faire en sorte que on puisse faire accroire à la population qu'il existe une science du sexe. Alors, la sexologie existait déjà à l'époque, c'était des gens qui cherchaient à trouver des définitions sur les comportements sexuels, mais lui, il a donné vraiment ses lettres de noblesse entre guillemets, à la discipline en disant, moi, je vais avoir une approche scientifique des comportements sexuels. Et
alors, c'était vraiment un truc de commande, hein, c'était un truc de commande. Il a interviewé des gens pour leur faire raconter ce qu'il appelait leur histoire sexuelle. C'est-à-dire comment vous aimez ça, combien de fois, devant, derrière, sur les côtés, enfin des trucs qui sont extrêmement choquants parce que la population américaine était extrêmement pudique et c'est une espèce de viol des consciences, si tu veux. Il est arrivé en disant avec une image de gars bienveillant. Alors c'était un assez bel homme, tu vois, toujours les cheveux en brosse, no paps, tu vois, toujours très chic, très malin. Et il approchait les gens en disant mais si, attendez, c'est très bien, on va parler de tous ces problèmes, il n'y a pas de honte à avoir, et racontez-nous vos histoires, racontez-nous vos histoires. Et il a récolté les histoires personnelles de quantité de gens de façon extrêmement compromettante, c'est-à-dire qu'une fois que des gens avaient fait un certain nombre de confidences, il les tenait, notamment sur leur infidélité, notamment sur leur homosexualité non avouée, des choses comme ça. Et il a commencé à publier des rapports sur ce qu'il a appelé la véritable attitude sexuelle des Américains. Et il a renvoyé aux Américains une image d'eux-mêmes qui était absolument traumatisante. C'est-à-dire qu'en fait, il a bidonné ses rapports, il a mélangé des interviews, par exemple, quand il a parlé de l'homosexualité en disant que 10% des Américains étaient homosexuels et que 30% avaient essayé au moins une fois. Plus que ça. Plus que ça, parce qu'à un moment donné, il disait qu'il n'y avait que 10% de gens qui étaient exclusivement hétérosexuels. Et que tout le reste, c'était soit des homosexuels intégralement, soit des gens qui avaient à l'occasion et puis qui acceptaient d'y revenir. Il avait créé un truc qui s'appelle l'échelle de Kinsey, complètement délirant, qu'il a rempli comme il a voulu, en disant, voilà, la majorité des gens sont bisexuels et les hétérosexuels sont une catégorie à part, alors que c'est complètement faux. La plupart des gens sont hétérosexuels, d'ailleurs, ils sont sexuels tout court, parce que hétéro, ça a été rajouté pour contrebalancer homo, donc voilà. Donc, Kinsey a inventé des faux rapports pour faire accroire aux gens que la sexualité des Américains n'était pas ce qu'ils croyaient. C'est des dépravés, quoi. Voilà. Et il disait, par exemple, la fidélité à laquelle les gens tenaient comme valeur, mais personne n'est fidèle, mais n'importe quoi, mais tout le monde trompe tout le monde. L'avortement, quoi l'avortement? Mais vous savez pas que toutes les femmes avortent. Enfin, vous dites, tu vois, il a traumatisé l'Amérique en lui présentant sous couvert scientifique, et tous les médias l'ont soutenu là-dessus en disant que c'était un rapport scientifique. Il a présenté aux Américains une vision d'eux-mêmes qui était totalement contraire à ce qu'ils imaginaient. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il va mentir de A à Z, que les gens qui vont interroger, ce n'est pas du tout la société des mecs de prison, des proxénètes, des homos, etc. Il interviewe des prostituées et il les présente comme des femmes mariées, puis après, il fait des statistiques sur la fidélité. Alors, la fidélité, alors il n'était pas statisticien. Il n'était pas du tout statisticien, il n'était pas du tout scientifique. C'est un peu comme Freud. C'est-à-dire qu'il n'avait rien. En fait. Il n'y connaissait rien en statistique. Il y a des statisticiens qui ont repris ces statistiques. Contre lui. Arrêtez. Comment pouvez-vous prendre ça comme des statistiques? Taisez-vous, vous taisez-vous. On a fait taire toutes les critiques. Et alors, le plus grave dans Kinsey, c'est le plus grave. Et c'est ce que vraiment Judith Reisman c'est ce qui l'a fait suffoquer d'indignation quand elle a découvert ça. C'est qu'il a fait violer, c'est clair, violer au moins 317 gamins, mais voilà, c'est le fameux tableau. Au moins 317 gamins pour un certain tableau, mais dans la réalité, des milliers. 4000, ouais, il y a plus de 4000, ils disent. Il a fait violer des enfants depuis le berceau jusqu'à 11-12 ans par des gens qui les ont. Alors, bon. Voilà, ouais, c'est vrai. Violer, d'accord, violer, pénétrer. Manipuler oralement et physiquement, c'est ce qu'ils disent. Non, ils disaient par des techniques orales et manuelles. C'est ça. Et ces enfants, les réactions de ces enfants qui s'évanouissaient, hurlaient, tentaient de fuir, faisaient des convulsions, faisaient des crises d'épilepsie, chaque fois, à chaque réaction comme ça, ils marquaient un orgasme. C'est-à-dire que les réactions de terreur, de souffrance et de tentative de fuite de malheureux enfants torturés par un pédosadique qui avait, paraît-il, un sexe énorme alors qu'il s'adressait à des petits-enfants, c'est une épouvante. Ça a été considéré comme des orgasmes, c'est-à-dire des orgasmes. Ces enfants avaient des orgasmes et c'est ce rapport
qui a servi à sexualiser les enfants parce que la conclusion de cette pseudo-étude était que les enfants sont sexuels. Besoin de sexualité. Et dès le berceau, ils sont capables d'avoir des orgasmes, ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge. Juste un pour petit préciser, bébé est tout entièrement tourné vers la recherche de plaisir qui n'a rien de sexuel. Alors, juste pour préciser ce que dit Marion dans le tableau qu'il propose, donc ça c'est dans ses livres, il explique en fait qu'un enfant de 5 mois, il va avoir 3 orgasmes. Donc là, il ne précise pas le temps. Un enfant de 11 mois, il va avoir 10 orgasmes en 1 heure. Et à un moment donné, tu vois, un enfant de 4 ans, 26 orgasmes en 24 heures. C'est-à-dire ils ont tout, pendant 24 heures, ils l'ont violé. Et en fait, tu vois ça tout le long, et ça, c'est horrible. Eh ben, à l'époque, c'est ce qui va servir de base à l'OMS et plus, enfin, à tous ces lobbyistes. Mais c'est ce qui sert encore, Abdel, encore aujourd'hui. Tous les programmes qui se préparent pour la rentrée de septembre prochain, septembre 2025, sont fondés là-dessus. Il n'y a pas d'autre source à la sexualisation des enfants que Kinsey. Il est l'alpha et l'oméga de toutes ces saloperies-là. Et il n'y a jamais eu moyen de faire aucune commission d'enquête indépendante pour aller regarder les tenants et les aboutissants de ces enquêtes. D'ailleurs, les gardiens de l'Institut Kinsey ont dit, si la police arrive, on a un bouton à appuyer, on fait tout sauter. Ouais. Alors, c'est là où elle nous en parlera la prochaine fois, je crois, Marion, justement de cette Judy Reichmann, puisque cette personne-là va s'opposer à lui et elle va réussir à faire ce que beaucoup ont essayé de faire, c'est-à-dire qu'en fait, ce Alfred Kinsey va être reconnu comme étant un monstre, un gros pervers, un dégueulasse, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas le lâcher. Mais malgré tout, l'OMS, l'ONU, l'OMS, le mouvement féministe, le mouvement LGBT et tout un tas d'autres gens s'en réclament. Et le planning familial s'en réclame. Ouais, exactement. Et c'est ça la saloperie, j'allais dire entre parenthèses. Et du coup, je voudrais t'amener à. C'est pas une pratique nouvelle. Donc, Epstein, etc., l'élite qui se tape des gosses, on pourrait comprendre, on veut piéger des politiciens, on leur met des gosses. Qui se tape des gosses, c'est les gens qui, c'est les gens qui surveillent les enfants enfermés, hein, tu vois ce que je veux dire? Alors, quand c'est les polices qui enferment les enfants, et quand c'est les clubs de sport, et quand c'est les asiles de gosses délinquants et tout ça, et combien reste-t-il d'enfants sous la coupe des prêtres en France? Hein, et combien sous la coupe des instituteurs, des responsables sportifs, des juges, des travailleurs sociaux là. C'est là justement où j'allais y aller, c'est-à-dire qu'en fait, cette pratique d'utiliser l'enfant pour ses désirs, elle remonte à longtemps, et notamment une qui m'avait étonné, c'était l'hôpital l'hôpital général, c'est-à-dire au temps de la royauté. Oui, tout à fait. Oui. Alors vas-y, raconte-nous cette histoire incroyable. Il y avait, à l'époque de Louis XIV, Louis XIV est arrivé au pouvoir au moment de la Fronde. La Fronde, c'était une guerre civile qui a laissé le pays sans dessus dessous, avec des hordes de miséreux qui envahissaient les villes, qui mendiaient partout et tout. Et tu as une série de dévots. Alors, c'était grandement des magistrats, pas uniquement, mais en grande partie des magistrats, qui ont proposé au jeune roi XIV de régler le problème de la mendicité en instaurant une espèce d'hôpital qu'ils ont appelé l'hôpital général, où tous les mendiants seraient renfermés pour y travailler, pour recouvrer une dignité et pour cesser d'embarrasser les rues et de tendre la sébile pour mendicité. Donc le roi a accepté, d'abord parce que les magistrats promettaient une espèce de paix sociale, les magistrats s'étaient opposés à la royauté, ils demandent au roi, si vous signez là, on se calme, et voilà, donc voilà, le roi a accepté, et 100 ans après, donc l'hôpital général est né au milieu du XVIIe siècle, et moi je commence à en étudier les registres au milieu du XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle. Ce sont toujours les magistrats qui tiennent l'hôpital général. Les magistrats sont des gens qui passent leur temps à contredire le roi. Dès que le roi veut quelque chose, les magistrats veulent autre chose. Ils sont l'opposition active et quasiment obsessionnelle, non seulement au roi, mais à l'Église. Ils détestent les jésuites sont proches du roi, donc on attaque les jésuites, l'archevêque défend les jésuites, donc on attaque l'archevêque. Ils passent leur temps à expliquer au pape que le pape, le pape, sa sainteté, hein, mais il a tort, il n'a pas compris, etc., etc. Ce sont les opposants perpétuels, mais obsessionnels de l'autorité, que ce soit l'autorité du roi ou l'autorité de l'Église. Et ce sont ces gens-là qui tiennent l'hôpital général. C'est-à-dire que l'hôpital général est une institution royale qui est tenue de main de maître, de main de fer, par les opposants à la royauté. Je suis allé chercher dans les registres de l'hôpital général et j'y ai découvert que les administrateurs exclusifs de l'hôpital général, qui étaient ces magistrats, faisaient du trafic d'enfants.
faisait du trafic de petits-enfants. Alors, j'ai le livre, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas ici, mais est-ce que je l'ai? C'est incroyable le trafic, comment il faisait. Et en plus, je veux dire, c'est encore Est-ce que tu peux mettre la couverture de mon livre, la Marche Rouge, dans la version book édition de la Marche Rouge? Et si tu pouvais la mettre en. Parce que, oui, je vais te la chercher pendant ce temps. Continue, donc, je vais te le trouver. La Marche Rouge, c'est la révolte des parents en 1750, quand la police s'est mise à rafler des enfants dans les rues, prétendument pour des prétextes d'ordre public. Or, bon, c'est compliqué. Je ne vais pas raconter l'histoire de l'hôpital général maintenant, mais disons qu'il y a eu une révolte des parents parce que la police enlevait des enfants dans les rues. Et ça a été une marche rouge, c'est-à-dire que ça a été extrêmement violent. Non, c'est pas cette version-là, Abdel. La version book édition, s'il te plaît. Book édition. Tu vas sur book édition. Voilà, regarde, il est là au milieu. 1, 2, 3 en bas. Tu vois? Ici, là? Voilà, ça, celui-là. Voilà. La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général. Sur book édition, je l'ai mis à 18 €. D'accord. Et c'est mon travail universitaire. C'est-à-dire, alors, il y a toutes les notes de bas de page que vous voulez, il y a toutes les références. C'est vraiment un travail sourcé de chez sourcé. Donc, je l'ai appelé la Marche Rouge parce qu'en 1750, il y a eu une révolte à Paris contre les enlèvements d'enfants par la police. Et ce livre raconte les tenants et les aboutissants de tout ça. Et c'est en étudiant les tenants et les aboutissants de cette Marche Rouge que j'ai découvert, et c'était pas le but de ma recherche, mais c'est ce que j'ai découvert, que les magistrats faisaient du trafic d'enfants. Et le trafic d'enfants, ça servait à quoi? Ça servait au réseau pédocriminel. C'est une évidence. Alors, si quelqu'un a une autre explication, je l'attends. Alors, attendez, pourquoi elle dit ça? Parce que, en fait, donc le roi, il avait été malin, tout devait être consigné. Mais comme c'était géré par ces salopards, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Exemple, on va déplacer tout un tas de gosses avec leur truc, on sépare les enfants Léa, et on va les déplacer à 500 mètres plus loin. Ouais, donc, ces enfants dans le registre, ok, ces bonhommes vont quitter l'hôpital pour aller au foyer, disons. Non, ils quittent l'hôpital des tout petits pour aller à l'hôpital d'un peu plus grand. Donc, je raconte. Alors voilà, tu as une instance qui s'appelle la couche où les enfants sortent à l'âge de 5 ans. Et à l'âge de 5 ans, les petites filles vont aller à la salpêtrière et les petits garçons vont aller à la pitié. C'est-à-dire, il y a 500 mètres entre la couche et la salpêtrière et 500 mètres de plus pour aller de la salpêtrière à la pitié. D'accord? Donc, les petites filles, ils sortent dans un carrosse, on sort de la couche 12-15 gosses, si tu veux. Alors, on a leur nom, leur prénom, leur numéro de matricule, la date à laquelle ils sont rentrés, la date à laquelle ils sortent. Hein, et ils vont aller, ils prennent un bac, ils montent dans un carrosse, le carrosse monte sur le bac traverse la Seine, il arrive à la salpêtrière. Là, on fait descendre les petites filles, on les fait rentrer dans le registre des entrées. La petite Marie-Claude, machin chouette, tac, 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 né le temps, arrivé le temps. Boum. Alors, elle est sortie. Moi, j'ai regardé les registres de la couche. Ils sont sortis, par exemple, lundi. Donc, j'ai la liste de tous les enfants qui sont sortis lundi. Ensuite, je vais regarder. On a leur numéro de matricule, donc on sait que ça correspond. Ils arrivent à la salpêtrière le mercredi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait entre lundi et mercredi? J'ai dit, mais c'est pas possible, ça. Et alors, qu'est-ce que je vois? Les petits garçons qui continuent, ils font 500 mètres de plus pour aller à la pitié, ils arrivent également mercredi. Alors au début, j'ai cru que je m'étais trompée. J'ai dit, mais il faut que je reprenne tous mes registres. Je me suis trompée. Je ne m'étais pas trompée. C'est-à-dire qu'on a chargé des enfants lundi matin et ils arrivent à destination mercredi. On peut savoir où ils ont dormi mardi et mardi? C'était ça, en fait, le truc. C'est que pour faire 500 mètres, ils mettaient 3 jours. Et en fait, entre ces 3 jours… Et ils arrivaient… Quand il y avait le même écart entre l'arrivée et la sortie dans 2 destinations différentes, j'ai compris qu'ils avaient le séjour ensemble, et il y en avait qui n'avaient pas à destination, il en manquait 2 ou 3, ils n'étaient pas tombés dans la Seine. Hein. Et il manquait des gosses. J'ai compris qu'il y avait du trafic. Et qu'est-ce que c'est que toute la littérature du XVIIIe siècle qu'on appelle libertine? Ah, c'est tellement mignon de… Ah, sodomiser les petits-enfants, c'est tellement mignon. On ne disait pas sodomiser, on prenait des circonlocutions, tout le monde avait compris. Tout le monde avait compris. Le libertinage du siècle, c'est la glorification du sadisme, en fait.
Sade, il est bien de son siècle. Sade, c'est un personnage du XVIIIe siècle. On glorifie la destruction de l'innocence, on glorifie la pédophilie, on glorifie… Et j'ai lu des textes absolument mais confondants de gens qui étaient amis de Diderot et Voltaire, qui disaient « Ah bah, qu'est-ce que tu veux, moi, pour pouvoir écrire, tant que j'ai l'esprit embrumé par ce qui m'agite en bas, je n'arrive pas à travailler, donc j'ai besoin d'un petit garçon, d'une petite fille, comme on a un pot de chambre. » Incroyable. Eh ben donc c'est là que l'on va voir. C'est ça la littérature libertine. La littérature libertine qui a fait les… Ah, c'est beau la littérature libertine. Il y a une espèce de cinglé là qui m'a cherché noise, mais comme un teigneux là, pendant des années hein, sur Internet. Il passait son temps à me contredire sur tout. Puis un jour, j'ai vu que ce que c'était que son site, c'était que des images libertines du 18e. Moi, j'aime bien avoir des ennemis comme ça. Ah ben, tu comprends. Que ces gens-là me détestent, j'en suis flatté. Il nous reste à peu près 4 minutes. Ah, d'accord. Donc, si tu nous dis donc le principe, c'est qu'en fait, les gosses sont violés depuis très longtemps, même à l'époque du roi. Donc, tu expliques tout ça. Je vous invite à aller sur toutes Alors, les gosses étaient violés à l'époque, c'était caché. À l'heure actuelle, ça va devenir officiel. Voilà. Je veux dire, l'éducation à la sexualité à l'école, c'est du viol. C'est de la préparation au viol, mais c'est déjà du viol. Il y a des enfants qui hurlent, qui reviennent et qui font des cauchemars. C'est de la destruction. C'est monstrueux. On doit protéger les enfants contre les visions du sexe. Le sexe, c'est fait pour les adultes, c'est pas fait pour les enfants. Et ces enfants, maintenant, je veux dire, à l'époque du roi, ça se faisait en douce. On ne s'en vantait pas. Aujourd'hui, on s'en vante et on le vend. C'est une monstruosité. Il faut protéger les enfants du sexe. Les enfants, on n'a pas à sexualiser les enfants. Et tout ce qui justifie l'éducation à la sexualité à l'école, je dis bien tout ce qui le justifie, ce sont des crimes de pédosadiques qui s'appelaient notamment Kinsey et tous ces comparses. Et c'était financé par l'Institut Rockefeller. Alors justement, tu dois être contente parce que Trump, sur cette histoire de genre, il a fait un super truc là. Il a dit, je ne connais que deux sexes, masculin, féminin. Vous savez ce que c'est le genre? Le genre, c'est le sexe des mots. Moi, j'ai pas un genre, j'ai un sexe féminin. J'en ai pas deux et j'ai aucun doute là-dessus. C'est marrant parce que tous les gens que je connais, ils n'ont pas de doute non plus. Personne n'a essayé de me faire passer pour un mec. D'accord? Bon. Incroyable. Et deux sexes. Le genre, c'est le sexe des mots. Alors justement, à ton avis, je vais te demander là juste une petite posture un petit peu internationale. On va commencer d'abord par cette histoire-là de Macron et de sa guerre avec la Russie, etc. Ça en est où? Qu'il aille la faire. Non mais attends. J'étais en Russie il y a 1 an et demi. J'étais en Russie, si tu savais. Oh, l'émotion que j'ai pu avoir. Tu sais ce que j'ai retrouvé en Russie? J'ai retrouvé des petits bouts de la France d'avant la catastrophe, de la France d'avant, tu sais, quand les rues étaient propres, quand les gens étaient polis, tu sais, c'est une merveille, c'est une merveille. Et on était tout un groupe, hein, parce qu'on était allé pour l'inauguration d'une statue de Jeanne d'Arc, on était tout un groupe, et il y avait des Russes qui disaient, vous êtes parlé français, vous êtes français, alors vous n'êtes pas fâchés contre nous? Mais dis, mais non, pas nous, nous on vous aime. Comment débarrassez-nous de lui. Pas aimer les Russes, mais ils sont géniaux. Comment peut-on pas aimer les Russes? Je veux dire, en plus de ça, j'étais à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, il y a de la France partout. Il y a une espèce d'amour de la France. On était fiers. On était un peu comme les ambassadeurs d'une France qu'on leur montre pas, mais on est venu leur montrer, nous, qu'on existait encore. On a fait une soirée chanson. Abdel, t'aurais été content d'être là. On a chanté jusqu'à… Oh, je suis sortie, j'avais plus de voix. J'étais complètement à faune. Tu as vu beaucoup de Français là-bas? Bah, écoute, nous, on était un groupe d'une 40aine de personnes, on était un peu plus. On était parti inaugurer une statue de Jeanne d'Arc, hein, oui. Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg. Donc, puis l'amitié franco-russe, quoi, hein, l'amitié franco-russe. Moi, j'aime bien ce qu'est amitié. Hein. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc, Macron, là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il veut prendre les épargnes, il fait du laisse-brouffe? Écoute, c'est pas qu'il veut nous prendre l'épargne, il a été mis là pour ça, je pense qu'il n'a jamais été élu, il est là pour nous détruire. Il y a un plan. Tu sais, c'est ce que je te disais, l'eugénisme. Il y a des gens pour qui il faut détruire l'humanité. Il faut détruire l'humanité, il faut détruire 90% de l'humanité, et les 10% restants serviront d'esclaves au micro… toute petite proportion de maîtres du monde. C'est un rêve délirant, c'est un rêve satanique, délirant, que ces gens croient être arrivés à terme. Donc, ce qu'ils veulent, c'est nous détruire. Nous piquer notre épingle pour nous envoyer faire la guerre contre Poutine, c'est une des multiples facettes de ce gigantesque plan qui vise à nous détruire. C'est-à-dire que les gens, que ce soit Macron ou que ce soit Hollande avant, ces gens n'ont qu'une idée, c'est de nous détruire.
détruire. Ils veulent détruire. Détruire l'enfance, c'est détruire notre avenir, nous piquer notre épargne et nous tuer l'agriculture. Comment peut-on vivre en France si on n'a pas d'agriculture? Il n'y a pas de France sans agriculture, ça n'existe pas. Il n'y a pas de France sans Dieu, il n'y a pas de France sans agriculture. Hein, c'est pas difficile. Exactement. La France, c'est deux piliers. C'est le catholicisme et la ruralité. Alors, autre point, Gaza, terrible Gaza. Oh là là là. Oh là, c'est insoutenable. Incroyable. Ok, J'ai encore des gens que je connais à Gaza. Oh, je les salue. Tu m'étonnes. Autre sujet, Ouais. les États-Unis, Trump, l'Ukraine, tous ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, il y a des moments où je me dis, oh là là, il est trop génial. Et puis là, j'apprends qu'il est en train de bombarder le Yémen. Je le trouve beaucoup moins bien. Donc, c'est les montagnes russes. Tu sais, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand il nomme un Kennedy qui va dénoncer les chemtrails, qui va dénoncer les vaccins, qui va dénoncer tout ça, Ouais. je dis bravo, bravo, bravo. Hein, quand il fait venir Macron et qu'il le met en bout de table sur un tabouret, Génial. strapontin, je dis il est bien ce mec. Mais là, il bombarde le Yémen. Ouais. Je Même sais ce qu'il a voulu faire, enlever la population de Gaza, les mettre je sais pas où. Moi, ça, j'y crois pas une seconde. Pour moi, c'est un effet d'annonce. Je ne crois pas une seconde que quelqu'un de sérieux puisse dire ils vont aller prendre à la main un à un. Attends, les habitants de Gaza, ça fait 1 an et demi qu'on leur propose de partir. Ils ont montré ce qu'ils en pensaient. Ils ne partiront pas. Les Palestiniens, je ne dis même pas les Gazaouis, les Palestiniens ne partiront plus. Ils sont partis en 48, ils sont partis en 67, ils ne partiront plus. En plus, c'est fini, on leur a déjà fait. Ouais. On leur a fait 2 fois le coup, on ne leur fera pas 3. Donc, si on veut que les Palestiniens de Gaza sortent, il va falloir tuer 1,5 million de personnes. Allez-y, bon courage. Ouais, bon courage. Ça va se voir. Ça va se voir, d'accord. Et de façon générale, donc, je finis avec la France. France politique, c'est-à-dire on continue à aller vers l'eurogénisme, leur agenda, etc., tout doucement. Moi, je pense que tout ça va s'effondrer, je ne sais pas comment. Ouais. Je pense que tout ça va s'effondrer. Je crois beaucoup au retour de la foi et au retour des Français vers Dieu. C'est quelque chose que, c'est pas un vœu pieux, c'est quelque chose que je sens qui est en train de se passer. Tu vois la différence. Alors, je ne suis pas naïve, je ne suis pas en train de m'imaginer que demain matin, toutes les églises vont se remplir comme ça. Mais moi, je les ai vues se remplir quand même, les églises. Hein. Je les ai vues petit à petit se remplir, parce que je voyage beaucoup. Je vais beaucoup, tu sais, je fais des conférences à peu près partout. Je voyage beaucoup, donc je vois bien que les églises se remplissent. Donc, je ne suis pas béate en me disant ça va s'arranger comme ça. Je pense qu'on va vers des soubresauts extrêmement violents, mais je crois qu'il y a un véritable retour d'une certaine conscience en France, et je crois qu'on n'est pas tout seul, surtout. On n'est pas tout seul. Alors là, l'Italie, ça m'intéresse ce qui se passe en Italie, en Espagne. Je veux dire, la montée de la solidarité vis-à-vis de Gaza, par exemple, c'est quelque chose, vis-à-vis des Palestiniens, c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif, qui était impensable avant. La solidarité des petites gens vis-à-vis des Palestiniens, c'est pas du tout une valeur de gauche, là. C'est pas une valeur de gauche, c'est une valeur purement humaine, basique, hein, basique. Comment peut-on ne pas être solidaire des Palestiniens? C'est juste pas possible. Alors là, j'attends pas de réponse de ta part, mais je veux voir ton expression. Brigitte Macron. Jean Brichel, tu veux dire? Je connais Jean Brichel. Incroyable. Moi, je suis ça depuis le début, complètement suffoqué. Excellent. Mais qu'est-ce que tu veux attendre de ces gens-là? Ils mentent tout le temps. Ils sont toujours dans le mensonge. Dans le mensonge et la manipulation. Tu sais, c'est le sujet de mon prochain livre. Je ne sais pas si ça va être le titre ou le sous-titre, mais il y aura quelque chose du genre sexologie et manipulation, sexologie et mensonge. Tous ces trucs-là qu'on nous vend, c'est toujours fondé sur des mensonges. Ouais. Mais tu reconnais quand même que Macron est une victime. Et tu sais comment on a fait passer l'avortement en France? Avant la loi, avant Simone Veil. Tu prends quelques années en amont, avant Simone Veil. Pour préparer la population française, ça c'est dans mon prochain bouquin, pour préparer la population française à l'idée que l'avortement c'est bien. L'avortement c'est bien. On fait passer l'idée qu'il y a 60 000 femmes qui meurent des suites de l'avortement en France. Tu te rends compte d'un holocauste? Oh, c'est épouvantable. Et puis bon, puis l'information passe. Non, c'est pas 60 000, c'est 5 000. Bon, c'est déjà moins. Alors, 5 000, ça reste quand même un chiffre important. Hein?
Donc, alors, entre 60 000 et 5 000, ben, on a fait du battage, on a fait des débats, vous vous rendez compte, il faut que, vous comprenez, les femmes avortent et elles meurent, donc il faut qu'elles puissent avorter sans mourir. On n'aurait pas l'idée de faire en sorte qu'elles n'avortent pas, mais peu importe. Bon, donc, s'il y en a 60 000 qui meurent d'avortements trafiqués, on va faire des avortements propres et elles ne mourront plus. C'est humain, hein, d'accord. Ensuite, on passe de 60 000 à 5 000. Ça reste quand même beau. Et puis un jour, il y a des études démographiques là, qui a sorti la vraie statistique, tu sais. Ils étaient 25. 45. Ah incroyable, incroyable. Mais en attendant, l'idée, elle est passée. Tu vois, les esprits ont commencé à s'habituer à l'idée. Tu comprends? Et tout ça s'est fondé sur des mensonges. Incroyable. Tout ça s'est fondé sur des mensonges. Et puis quand le gars arrive avec sa vérité en disant « les gars, c'est 45 », tu crois que les 45, ça fait la une des journaux? Non, ce qu'a fait la une des journaux, c'est les 60 000 et les 5 000. Les 45, c'est passé, tu sais, les études statistiques, machin, en bas de... Qui c'est qui lit ça? Qui c'est qui lit ça? Tu comprends? Et tout à l'avenant, tout est comme ça. La Française veut la pilule. Bon, la Française veut la pilule, je sais pas. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Les Françaises, elles ne la voulaient pas, la pilule. On a été obligés d'aller les emmerder. Mais écoute, elles voulaient tellement pas la pilule que l'avortement est passé comme un moyen de contraception. Tellement les Françaises ne voulaient pas de la pilule. Incroyable. Et d'ailleurs, jusqu'en 1980, enfin 70-80, on retrouve encore une France, tu as vu, fidèle un petit peu. Il y avait des femmes, tu sais, la tenue, il y avait encore tout ça. Ma grand-mère ne serait pas sortie dans la rue sans mettre un chapeau. Eh ouais. Incroyable. J'ai jamais vu ma grand-mère avec les cheveux lâchés. Ma grand-mère, elle se mettait un chignon et sur le chignon, elle mettait un chapeau quand elle sortait. Elle ne serait pas sortie en cheveux. Ça ne se faisait pas. Mon grand-père, il mettait un chapeau quand il sortait. Ouais. Quand il était à la campagne, il mettait une petite casquette. Mais quand il était en ville, il mettait un chapeau. On ne sortait pas sans s'habiller. Incroyable. Marion Sigaud. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et puis, son prochain livre, alors il faut quand tu fasses ton livre, il faut absolument que tu reviennes parce qu'il faut qu'on parle de ce mai 68 et c'est très important dans l'histoire de ce que va devenir. Ah ouais. Alors moi, j'étais dessous, j'ai bien connu mai 68. Hein. J'ai bien connu. Hein. Tu étais jeune encore. Je l'ai payé cher. Hein. On le paye encore. Hein. Marion Sigaud, elle n'en lâche pas une. T'étais majeur en mai 68? Non. J'avais 18, j'avais 17 ans. En mai 68, j'avais 17 ans. Mais tu devrais être contente, normalement, en mai 68, la liberté des femmes et tout ça. À l'époque, j'étais contente, non? La liberté des femmes. La liberté. J'ai vu ce que c'était. Je te raconterai. La liberté des femmes. Marion Sigaud, les amis, que vous pouvez retrouver, évidemment. Exceptionnel, Marion. Et tu sais ce que c'est, la liberté des femmes? Tu veux? Oui. Tu veux ou tu veux pas? Vas-y, dis-moi. Salope, tu veux pas? Menteuse. C'est ça la liberté des femmes. Oh là là, merci en tout cas, Marion. Eric, viens nous voir un petit peu, Eric. Ça va? T'es dans le coin? Marion Sigaud, alors, et vous savez, elle est super bonne enfant, accessible, truc, mais c'est très travaillé. Et c'est ça que j'ai bien aimé direct chez elle, c'est qu'elle n'est pas de semblant. Ça va, Eric? Coucou, Eric. C'est tout seul, ton équipe. Je me régale à vous écouter. Eric, elle va nous faire péter la chaîne, elle s'est obligée. Hein. Ben oui, comme à chaque fois, quel bien. En tout cas, ton prochain livre, là, il sort dans les 1 mois, là, c'est ça? J'espère. J'espère que sous 1 mois, il pourra. Là, il faut encore que je trouve un titre, il faut que je trouve un titre et un sous-titre. Enfin bon, voilà. Et il est à la relecture. Il est à la relecture. Tu sais qu'un bon écrivain, c'est quelqu'un qui accepte de se faire relire et corriger. Alors, moi, je me corrige moi-même, mais j'écoute toutes les suggestions. Les critiques qui vont être faites. Ouais, super. Alors, avant, ils avaient des éditeurs et tout ça. Et en fait, comme ils se font arnaquer tous, et là, ils ont dégagé tout le monde. Et maintenant, elle fait elle-même. Et ça, c'est génial. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, merci beaucoup, Marion. Dès que je reviens en France, il faut que je passe te voir. Et je te montrerai mon potager, je te montrerai mon verger, je te montrerai mon poulailler, je te montrerai tout ça. Génial. Merci en tout cas, Marion. Je te souhaite évidemment une bonne fin de soirée et puis je te dis à très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Et tes chats, embrasse tes chats, évidemment. Bisous, bisous. Mon petit chien, mon beau chien. Et le chien, oui, c'est vrai qu'elle a ses 30 millions d'amis chez elle. Absolument. Allez, bye, au revoir. Bye.
Voilà les amis, c'était Marion Sigaud pour vous aujourd'hui. Exceptionnel Marion, vous savez, moi je la kiffe. Coup de cœur impressionnante, mais surtout une plume, une façon d'écrire et de raconter l'histoire. Allez écouter la Révolution française sans vous faire chier, sans trouver que c'est barbant, sans trouver que c'est dépassé. Vous l'écoutez, c'est incroyable. Et tout y passe, hein, de la Révolution française, en passant par l'histoire des rois, en passant évidemment par la sexualité à l'école et tous ceux qui en dérivent. Elle est vraiment trop forte. Merci à tout le monde. Merci sur TikTok, la communauté. Merci sur toutes les autres plateformes. Merci Eric. Merci tout le monde. On se donne rendez-vous dimanche prochain, comme d'habitude. Sahaf Torkum. Il est temps pour moi d'aller manger avec du retard.